Alors ce soir, pour mon interview virtuelle, je reçois pas une, mais non, et deux personnes. Donc je reçois d'abord Aurélien de la Rollisterie et puis Sébastien de Bonjour. la Guilde de Saint-Georges. Donc merci à vous d'avoir accepté mon invitation d'interview, c'est très gentil à vous. Ben, merci de nous inviter, c'est très gentil à toi. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors je vais pas parler de vos chaînes YouTube, Twitch, Instagram, etc. Parce qu'en fait j'ai déjà fait un focus sur vous. Mm. Donc du coup je mettrai les liens vous concernant sur la Guilde de Saint-Georges et puis la Rollisterie pour que les gens comprennent de quoi on parle en fait. On Focus va... très détaillé, merci beaucoup. Bah il n'y a pas de souci. Bah, parfait. Ah, non, bah, j'ai pas... Ah, ça c'est clair, moi je suis friand de podcast à cause de ça aussi, c'est pour les trajets, la marche, donc Ouais, ouais. c'est cool. Si Il ça y en a sert deux comme que j'ai ça. pas encore écouté, c'est Las Passiones des Passiones, ou je sais plus comment ça Mm. s'appelle, et puis les cerfs-volants, Ouais. là, j'ai pas encore, j'ai pas Mm. encore La Cité écouté. des cerfs-volants. La Cité des Mm. cerfs-volants, ouais. Ouais, c'est ça. Ah, je vais être le mouton noir La alors. Cité des cerfs-volants, tu as un peu le temps parce que c'est vraiment une campagne, on veut faire ça sur le long terme, donc ça va être par partie, mais ouais, Ouais, il va y en avoir encore. Mm. Ouais, moi, je vais être le mouton noir. J'écoute assez peu de podcasts. d'accord. Mon moyen de locomotion principal, c'est une moto. Donc, du coup, écouter en même temps, c'est compliqué. Pas Ouais, et pratique. puis c'est Et dangereux, euh, donc bon. voilà. Et au travail, j'y arrive pas à écouter un podcast en même temps. Donc, Mm. Ok, voilà. ouais. Alors Aurélien, toi, t'es plus meneur de jeu, si j'ai bien compris, et joueur aussi, occasionnellement. Mhm. Et C'est Sébastien, ça, toi, t'es en plus actual play, ouais. joueur. C'est ça, hein? J'ai pas MJ sur les podcasts pour le moment, mais après, en privé, je MJ assez souvent. Donc, Ouais, d'accord, Mm. ok. Bon, bah, c'est parfait. Je vais vous demander. Mhm. Hop, vous êtes planqué où derrière vos paravents virtuels, les gars? Bah, on est dans le sud, hein, désolé, je prends la parole. ouais, vas-y, je t'en prie. À Marseille pour moi, Seb juste à côté. Ouais, je suis perdu entre Marseille et Aubagne. La ville, C'est ça. c'est un petit peu comme les Gaulois, quoi. Ça veut pas dire que c'est ni Marseille ni Aubagne. Pourtant, je fais 500 mètres d'un côté ou de l'autre et je change de ville. Bientôt ça appartiendra à Marseille, ça, de toute façon. Ah oui, de toute façon, ça arrive. Hein. C'est Quand est-ce ça. que vous avez commencé le JDR tous les deux? Vers le lycée pour moi. Donc, ça doit faire une dizaine, bientôt une quinzaine d'années, je pense. Ouais, Ah, moi, ça date d'il y a vraiment longtemps. J'avais commencé effectivement à 11-12 ans, une petite initiation en réunion familiale par un cousin qui m'avait appris à jouer avec de l'ADD en anglais. C'était merveilleux. Et sinon, après, ouais, c'était collège où j'ai vraiment commencé avec ben, déjà une semaine en colo avec du loup-garou. C'est ma Madeleine de Proust du coup, en JDR. Mais voilà, et à partir de là, ouais, collège, ça a enchaîné. donc du coup, pour toi, Aurélien, ton premier jeu masterisé, ça a été quoi, du loup-garou? Alors moi, j'ai commencé à masteriser du Donjon 3.0, mais Ouais, effectivement, loup-garou a suivi derrière. ok. Voilà, j'ai commencé parce que voilà, les livres quand j'ai commencé au collège à trouver des gens avec qui jouer, c'est des gens qui jouaient déjà à du donjon, donc du coup, bah, c'était la facilité. Ouais. Et toi, Sébastien? Moi, je suis entré dans le monde du jeu de rôle par les séries audio, Naalbuck, Reflet d'Acide, tout ça. J'étais Ouais, très friand de ça Mm. à l'époque, voyageant, enfin, tous les trucs en bus et tout, j'écoutais tout le temps ça. Et donc après, forcément, j'étais très abonné autour du monde de Naalbuck. Et quand j'ai vu les PDF du JDR arriver, j'ai dit, on va tester ça. Et puis on s'est lancé là-dedans. On a joué plusieurs années avant de commencer à dire que des jeux fun, c'est bien, mais quand on veut faire des campagnes sérieuses, bah, ça marche pas. Et donc Mm. après, on a ah, c'est changé pas de un jeu à jeu. campagne, Nullbuck? Si, ça marche très bien. C'est juste Ouais, que le jeu est quand même fait pour faire plutôt des parties fun. Tu as ouais, les pourcentages d'échecs de réussite, tu n'as que des règles qui sont faites pour passer des très bonnes parties à rigoler. Mais quand tu commences à vouloir battre des dragons millénaires, bon, c'est peut-être pas dans Nalbuck qu'on va se faire. Donc ouais, d'accord, je comprends, ouais. Ok, je vois. Et du coup, comme vous avez ces deux casquettes PJ-MJ, c'est quoi pour vous le mieux? PJ ou MJ? moi, de ce Les deux, côté-là, mon je n'ai pas, capitaine, c'est ça? ouais, j'ai pas de préférence. J'avoue que enfin, moi j'aime beaucoup raconter les histoires, donc ça me va. Et après, tant que en tant que joueur, je suis pas limité ou je me sens pas limité, ça me va. Donc je suis pas difficile.
Moi, j'avoue, je suis très boulimiste pour le rôle de MJ. Pendant 2-3 mois, je fais que MJ. Puis après, c'est bon, je suis rassasié et je fais que PJ pendant 1 ou 2 mois. Puis après, ça me reprend. J'ai trop envie de refaire MJ. C'est bien d'avoir Voilà. le choix. C'est bien, c'est cool. Bah, c'est l'avantage de jouer sur Internet, c'est qu'on trouve tellement facilement des joueurs, des tables. Voilà, dans les assos, voilà, il y a aussi pareil, ça tourne, ça permet Après, effectivement de, voilà. Ouais. je connais pas les pourcentages dans les autres assos, mais c'est vrai que chez nous, on a peut-être 90% de gens qui sont des MJ aussi. Ouais. On a un système où on fait des rotations constamment, donc du coup, on peut MJ très souvent ou très peu. Enfin, Vous avez voilà. combien de membres à la Guilde Saint-Georges là? En actif, on tourne autour d'une 10-15aine. Ouais. Après, sur le Discord, on est beaucoup plus. Mais ouais, ça nous est arrivé de monter à 15 en présentiel. Et après, Ouais. comme je disais, 90% d'MJ, on a peut-être 2 personnes, 3 personnes qui veulent vraiment pas MJ. Ouais. Et du coup, Alors, ouais. le virtuel, pour vous, votre association, ça a explosé avec le confinement ou C'est ouais. ouais, Confinement, on a dit mais c'est bien, mais il faut qu'on continue il faut qu'on d'exister. joue, quoi. C'est pas possible. Il faut qu'on continue d'exister. Et du coup, on a tout fait en virtuel. Ouais, Puis après, de fil en aiguille, un petit peu aussi avec Auré qui était chez nous, qui avait la registre en parallèle. ouais. Du coup, on a dit, mais c'est bien de jouer sur Internet, mais il y a 2 clics à faire pour enregistrer, quoi. C'est ça. Et 3 pour uploader. Donc, Ouais, ouais. Il y a quelques clics en plus pour faire les overlays, mais après, c'est. Ouais. oui, c'est sûr. Et du coup, il y a eu Ouais. fusion, c'est ça, entre les deux, en gros, Ouais, quoi. bah, ouais, c'est ça. C'est que moi, de mon côté, on avait les podcasts parce que bah, c'était un moyen de se retrouver pour pouvoir jouer parce qu'on était éclatés partout en France. Et donc, Ouais, voilà, c'était bien. Puis il y a eu le confinement, donc on a joué en ligne. C'est là où on s'est dit, bon, bah, on va enregistrer. Sauf que les joueurs de la l'enregistrerie, bah, on est une douzaine dessus. Il doit y avoir 2-3 MJ, mais ouais. sinon, c'est que des joueurs. Et donc, c'était compliqué d'arriver à s'organiser tout ça. Donc, moi, j'ai envie de jouer quand même. Et j'avais la guilde aussi, donc j'ai fait hey, ça vous dit, je sais faire des overlays, je sais enregistrer quelques trucs. Et voilà, on a effectivement lancé les actual plays aussi avec la guilde comme ça. D'accord. Donc, en gros, ce qui vous a amené à jouer en virtuel, c'est le confinement, en gros, quoi. Ouais. Bah oui, Enfin, Ouais, ouais, clairement. moi, je jouais déjà en virtuel avant, ouais. en plus de la guilde, mais c'est vrai que pour l'assaut, ça a été clairement le confinement qui a lancé ça. Après, enfin moi en tout cas, ce qui m'a fait rester sur le virtuel, c'est clairement toutes les personnes qu'il y a sur Internet, tous les Discord qu'on trouve sur tous les jeux, les groupes, enfin Mm. il y a tellement de possibilités, JDR virtuel, Opal, c'est vraiment une mine d'or pour si jamais tu veux découvrir des nouveaux joueurs, découvrir des nouveaux jeux. C'est vraiment ce que j'apprécie beaucoup et qui me fait continuer à jouer sur Internet. Mm. Du coup, vous avez testé des tables virtuelles avant de vous lancer vraiment dans le vif du sujet, ou pas du tout? Ou ça a été on va sur Roll20 et puis basta? Ou est-ce que vous avez trouvé, je sais pas, d'autres tables virtuelles comme Fantasy Ground, il y a Rollisteam aussi, Maptool, il y a Mhm. S-Roll. Est-ce que vous avez testé en fait, ou est-ce que vous vous êtes dit on va sur Roll20 et puis basta? Moi, j'ai commencé le Ou Miro virtuel. même. Mhm. J'ai commencé le virtuel. Je sais pas quand est-ce que Roll20 est sorti, j'ai pas la date exacte, mais tout du moins c'était 2014, je crois. Donc, je sais pas s'il y avait de la concurrence à cette époque-là, en tout cas. Et Mm. par fainéantise, clairement, je suis resté dessus parce que j'ai dit je connais, ça fonctionne et puis ça me suffit, quoi. Ok. Et toi, Ouais, Aurélien? bah, moi de Oui, mon Aurélien, côté, ouais, pardon. ouais, c'est ça. Moi de mon côté, j'ai commencé avec Roll20 parce que ben j'ai commencé avant même d'enregistrer les parties juste pour jouer à jouer à des jeux qui n'avaient pas forcément leur feuille de personnage et c'était plus pratique ben, pouvoir coder les feuilles sur Roll20. Donc c'est là-dessus que je m'étais mis au début. J'ai un peu joué sur Miro. J'ai un peu fait sur quelque chose qui est pas du tout fait pour, mais sur du Google Sheet. C'était pratique pour coder des petits scripts comme j'ai codé sur Google Sheet, ça m'a suffi. Après, Let's Roll, ben ouais, j'ai souscrit, mais j'ai juste fait une partie dessus, mais j'ai pas encore eu vraiment le temps de pouvoir voir ce que c'était. Je sais qu'à la guilde, on a des joueurs qui nous ont, ben, on a eu une discussion là-dessus d'ailleurs sur les différentes plateformes, et Ouais. il y en a qui utilisent Foundry.
Oui, Mais c'est vrai que nous, on n'a pas encore eu de partie là-dessus. Moi, je me suis beaucoup renseigné sur Foundry, mais je voulais me renseigner surtout dans le cadre de l'assaut, et en fait, le logiciel va pas du tout répondre à nos besoins, donc on ne peut pas l'utiliser. Après, ça dépend aussi de l'utilisation qu'on en fait. Je sais que par exemple, pour moi, j'utilise très peu de battle map. C'est surtout pour afficher des images et gérer les lancers de dés. Donc, enfin, toutes ces gestions d'animation qu'on peut avoir avec Foundry, le déplacement des tokens, tout ce qu'on peut rajouter qui est vraiment lié à Foundry. Moi, j'en ai pas encore vraiment eu besoin. C'était Ouais. juste pour afficher des limite le whiteboard de Google. Des fois, m'a suffi parce que voilà, ou je Miro, mettais ça les suffit images. amplement. Voilà, Enfin, c'est ça. non, mais je suis d'accord. Exact. Je suis C'est Ouais, sûr. moi, pour le coup, On a l'habitude. Foundry, très très bien, comme tu dis, avec les animations, j'ai vu des parties un petit peu, on peut faire des trucs complètement fous. Les ombres, enfin, Ouais, les gestions de lumière, etc. sont très bien faites. c'est complètement fou ce qu'on peut faire. Le seul truc que j'ai trouvé, alors, quand c'est déjà fait, c'est super simple. En 2 clics, on peut installer des nouveaux modules. Par contre, quand le module n'existe pas et qu'on a un besoin particulier ou qu'on veut créer une nouvelle fiche ou un truc dans le genre, là, il faut vraiment avoir des connaissances plutôt pointues. Là où faire une fiche sur Roll20, c'est hyper simple, quoi. N'importe quel petit tuto sur Internet, c'est fini. Alors, je vais revenir là-dessus parce qu'il existe en fait sur Foundry un système qui s'appelle Sandbox. Je suis pas informaticien, je suis pas développeur, je suis juste un bidouilleur avec du copier-coller et je fais le singe. Et j'ai réussi à faire des fiches pour Abstract Donjon sur Foundry. Là, je fais celle de Nock. J'ai pas entendu parler de ce truc Sandbox. Sandbox, en fait, c'est un système de poupées russes en fait. Tu empiles des boîtes dans d'autres boîtes, ce qui te permet à la fin de te faire une fiche de personnage. J'ai fait des tutos là-dessus. Mais je te dis, je suis pas développeur, je suis pas informaticien, je suis voilà. Et moi, j'y arrive. Donc bon. Non, mais moi, ça va pas me poser problème, hein, j'avoue. Moi, je suis dev, il y a pas de problème. Bon, en plus, mais je parlais vraiment. Enfin, moi, ça me dérange pas. Foundry, je le prends, je peux faire ce que je veux avec, il y a pas de problème. Ouais. Mais en fait, pour les gens qui n'y connaissent rien d'informatique, on peut soi-même développer des fiches de personnages pour, on va dire. Alors, c'est pas, on va pas non plus rentrer dans les automatisations, mais quand tu as seulement besoin d'avoir des informations, on va dire, textuelles ou autres, Sandbox fait très bien le boulot, quoi. Et c'est très très pratique. Je vais mettre mes connaissances à jour sur le truc parce que je me suis pas du tout renseigné. C'est une bonne nouvelle en tout cas pour pouvoir s'y mettre. Du coup, qu'est-ce qui vous a amené à filmer en fait vos séances de jeu? Moi j'en ai un peu parlé en fait, c'est ça, c'est qu'on s'était on avait fait les podcasts avec la rôlisterie, puis derrière mon confinement, donc on a joué en ligne, on se disait on peut plus sortir de podcast, est-ce qu'on sort des actual plays? Puis Nox est sorti et je suis tombé amoureux du style graphique, de l'histoire qui était proposée, tout ça. J'ai dit à l'équipe, allez, on fait un actual play là-dessus. Donc on a la chance d'avoir une graphiste dans l'équipe qui j'ai fait un gros overlay qui était tout moche, elle a repris tout ça bien, puis on a pu faire nos actual plays là-dessus. Et derrière, ça, de fil en aiguille, j'avais envie de tant qu'on jouait, s'il y avait des jeux qui étaient pertinents, qu'on les enregistre. Et c'est pour ça que j'ai proposé derrière à la guilde. La guilde, Seb, t'en avais déjà parlé, que toi tu voulais enregistrer des parties. Et derrière, moi je suis arrivé, j'ai fait si vous voulez, moi, je peux vous aider. Et voilà, c'est comme ça qu'on a enregistré. J'aime bien celui de Nock, il est vraiment très chouette au niveau de la voix. Et celui où j'ai trippé, je crois que c'est Blade in the Dark. Ouais, Blade in the Dark, ouais. Et vraiment chouette aussi. Ouais. Donc, c'est pas celui qui m'a pris le plus de temps pourtant. Mais ouais. Non, c'était vraiment Sapiens sous celui-là, et parce que je suis parti d'une image fixe et j'ai tout animé, donc effectivement lui il m'avait pris beaucoup de temps. Mais Au niveau de la guilde, du coup, comme je rebondis juste sur ce que tu as dit. Moi, c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais commencé à en parler en disant que ce serait pas mal de faire un petit peu de contenu, des trucs, juste histoire d'avoir une communication sur Internet pour essayer d'attirer un peu plus de gens. Donc, ce qu'on veut faire à la base, c'est pour faire un peu du recrutement, parce que je me suis dit avec forcément l'accès Internet aujourd'hui est de plus en plus gros et de plus en plus de consommation. Pour moi, c'est par là qu'on doit diriger la communication aujourd'hui. Donc je voulais faire des vidéos et je me suis retrouvé un peu face à des murs pour lancer des actual plays. Puis il y a Aurélien qui est arrivé qui a dit coucou, j'ai des idées. Et donc c'est parti. C'est cool, c'est bien, c'est chouette. Maintenant, faut communiquer.
C'est Ouais. ça. C'est plus C'est ça le plus compliqué, dur, hein. hein, C'est plus compliqué. de se créer un réseau, de communiquer. Surtout qu'en fait, ça dépend ce qu'on veut faire. Moi, pour le moment, c'est sûr que pour ce que je fais moi, c'est juste pour m'amuser et tant qu'à faire, autant les enregistrer. C'est vrai que si derrière on veut un peu se professionnaliser comme d'autres chaînes, bah il faut plus axer la communication, tout ça. Mais Ouais. ça fait partie des sujets de discussion qu'il y a régulièrement au sein du Magnétoroliste, effectivement, entre Ouais. les différents créateurs, ce que j'ai vu passer de temps en temps, c'est pas facile, voilà. Il y a certains qui ancrent soit pour faire des jeux plus simples, qui sont plus accessibles, soit effectivement gérer au niveau de la communication, soit moi, à mon avis, ce qui marcherait le mieux, c'est un peu ce que fait, par exemple, Roller Die avec le Dice, qui permet effectivement de mutualiser un petit peu toutes les communautés sur des collabs. Ouais. Et ça permet, voilà, de Je mixer un suis petit peu, d'accord. de faire venir les joueurs. Je suis d'accord Ouais, là-dessus. Ouais. Mm, Les centralisations de chaînes ou de bonne mm, volonté ça marche toujours mieux en fait, quoi. mm. Après, Ouais, faut trouver les bonnes personnes, tu t'entends avec les bonnes personnes, etc. Des mm, fois, ça fait c'est un peu compliqué, hein. C'est un peu mm. les fusions de guildes AWO, hein. Donc, des fois, Ouais. ça passe, des fois, ça casse, hein. Donc, voilà. Franchement, moi je trouve qu'il y a vraiment une très bonne enfin de ce que je vois, je suis arrivé très très récemment sur le Magnétorolist, mais je trouve qu'il y a vraiment une bonne communauté quoi. C'est vraiment accueillant. Tous les jours, il y a des nouvelles personnes qui viennent pour créer des podcasts, qui sont motivés. Ils ont tout de suite les anciens de la vieille de la communauté leur donnent des conseils. Vraiment, je trouve que ça marche bien. Puis enfin là, par exemple, il y a pas longtemps, on a voulu lancer les thèmes du Magnéto où on fait des parties voilà, sur des thèmes liés aux fêtes ou aux journées internationales. Et tout de suite, il y avait moyen de se retrouver. Il y avait Manitou, il y avait Merrick, il y avait Olshad. Voilà, moi, je trouve ça bien, effectivement, qu'on Ouais. puisse dynamiser ça. Et parce que il y a une bonne entente. Merci à Aki qui est toujours derrière la technique, hein. Ouais, c'est sûr. Ah, mais et puis c'est bien parce que ça fait des projets comme la convention Relo- Roll Event, le, le Roll ouais, Event le Roll Event. Mm. qui a eu lieu, donc c'est très bien, ça permet Mm. de pouvoir faire ce genre de choses, quoi. Donc c'est vu que avec que le Covid, il n'y avait pas possibilité effectivement à l'époque de faire des conventions ou autres, Mm. tout était mort, donc du coup on s'est rattrapé sur le virtuel et ça a bien fonctionné, quoi. Donc tant mieux, hein. C'était top. Hein. Ouais, il y a eu Ouais, quelques conventions sur Internet. Moi, Mm. j'avais ouais, fait, j'étais allé voir Nice Fiction. Euh, ouais, Mm. il y avait eu, eux, ça leur est tombé dessus, le confinement, au moment de la convention. Donc, du coup, ils ont tout basculé sur Internet assez rapidement. C'était plutôt bien passé. Et après, il y ouais. avait des intervenants. Ils ont fait en format podcast toutes les vidéos, enfin, tous les intervenants qui dépassaient. Donc après, ils se sont adaptés, quoi. Ouais, Mm. ouais, ouais. On verra hein, si ça va continuer comme ça. Déjà, il y a Octogone là en octobre. Je sais pas s'ils ont prévu une partie virtuelle ou pas pour cette année. Je sais pas. Mm. Ouais, nous, on croise les doigts très fort là, en ce moment Ouais, pour début novembre. Il y a ouais. le Véro Festival à Marseille. Ouais. Donc on espère Un que petit ça sera salon maintenu ludique. et en général, en général non, tous les ans on a notre stand, donc on Ouais. y est. Donc on croise les doigts pour y retourner parce que Mm. l'année dernière on l'a pas fait, fatalement. On était Mm. triste. Mais ouais, C'est triste, ouais. c'est très Ouais, triste. d'accord. Du coup, on va passer à une petite question. Je sais pas si vous en faites. Moi, j'en ai fait Mhm. quand j'étais sur JDR Virtuel. Je faisais du recrutement en fait pour des nouveaux joueurs, etc. Et Mhm. du coup, est-ce que vous avez une technique de recrutement ou vous faites ça entre potes, quoi? Pour les actual play, du coup, là, Ouais, c'est pour les AP, vraiment. ouais. Ouais. Mm. Là-dessus, du côté de la rue historique, quand je faisais des AP avec la rue historique, désolé Seb, hein, j'arrête pas de prendre la parole, Vas-y, je te, je te t'inquiète. laisserai après. Pour la rue historique, on jouait juste avec les membres de la rue historique et les potes, voilà, avec qui on avait l'habitude de jouer, qui voulaient pas trop s'intégrer dans la rue historique, mais qui voulaient suivre aussi. Et pour la guilde, par contre, il n'y a pas vraiment de recrutement. C'est une asso. Qui veut vient sur le Discord. Puis il y a des parties qu'on organise et si c'est pertinent pour les filmer, si ça va à tout le monde, on les enregistre. Après, je sais pas Seb si tu as des précisions par rapport à ça, mais moi c'est comme ça que je Non, le c'est vois ça. pour les AP qu'on fait avec la guilde.
Oui, Ouais. c'est ça. Quand il y a enfin, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un salon par jeu de rôle actuellement sur Discord. Donc, ça fait une masse de salons complètement folle. Et derrière, après, quand il y en a un qui dit j'ai envie de MJ tel jeu et qu'en plus de ça, j'ai envie de l'enregistrer, bah, très bien, c'est parti. Après, on se plie aux règles que le MJ va fixer, qui veut recruter, tout ça. C'est complètement open, enfin, n'importe qui vient sur notre Discord, on peut jouer avec nous, il n'y a pas de souci. Ouais. On fait juste une petite distinction quand même entre nos membres à nous pour avoir nos salons d'organisation pour les parties en physique, en fait, c'est tout. Mhm. D'accord, ok. Ok, bah c'est cool, c'est bien. Mm. Du coup, on va passer à la troisième partie, c'est votre organisation virtuelle. Comment vous organisez tous les deux lorsque vous masterisez? Est-ce que vous préparez vos scénarios? Combien de temps vous y consacrez si jamais vous préparez les scénarios? Et les outils que vous pouvez utiliser en virtuel. Voilà. Ah, parce que vous préparez quelque chose? Alors, voilà. Je sais qu'il y a des jeux, c'est total impro. J'ai entendu ça. Mais il y a peut-être des jeux comme par exemple Nock où tu as dû préparer un chouïa quand même, Aurélien. Ouais, non, ça c'était clair. Ouais, Vas-y, Seb, commence, parce que moi, sinon je t'arrête plus après. Moi, ce que je fais en général, que ce soit en physique ou en virtuel, ça change pas grand-chose pour moi de ce côté-là. Au niveau de préparation de scénario, c'est que je note une liste d'idées, une liste de scènes, et après, entre ces scènes, je viens broder histoire d'avoir une continuité. Ça permet de faire une espèce le scénario suit son cours, mais les joueurs peuvent un petit peu garder de la liberté, et du coup, ça permet de souffler un peu. Donc, c'est comme ça que je fais au niveau préparation, parce que j'ai essayé de faire vraiment de la grosse rédaction, et je me suis retrouvé bloqué, c'était pas très agréable, tant pour moi, c'était très rigide du coup comme scénario, ou autant pour les joueurs, parce que pour la même raison, en fait, une fois que le scénario il est très rigide, quand les joueurs ont envie d'aller ailleurs, bah, le scénario on le prend, on le jette. Donc, du coup, c'est un peu dommage. Alors qu'avec une liste d'événements, globalement, même si je le fais pas à chaque fois, qu'ils aillent dans la taverne ou au marchand d'armes, si j'ai prévu qu'ils se fassent attaquer, bah, ils sont attaqués, c'est tout. Ça ne me change rien en fait. le destin. Quand tu dis C'est broder, en ça. fait, tu as une part d'improvisation en fait dans ton. Ouais, j'ai une grosse part d'improvisation entre mes événements, histoire de juste garder la continuité. Ouais. Et après, En gros, c'est toi qui prépares tes scénarios. Enfin, tu prends pas des choses qui sont déjà tout faites ou. si, je prends des scénarios sur internet, j'en ai pris sur Eclipse Phase la dernière fois. Là, très, très récemment. Mais pareil, en fait, je vais lire complètement le scénario, je vais ressortir toutes les scènes clés, et puis allez, on jette ça. Ouais, on va pas le jeter non plus, mais du coup, je vois, en fait, j'essaye de presque faire un, un workflow, un flowchart, je sais pas si tu connais. Pas du tout. C'est comment ça s'appelle, un graphique, en gros, où tu mets des blocs et tu les relis avec des flèches. Alors, c'est une carte heuristique en français. Ouais, voilà, je sais pas le nom en fait. Vous êtes ici. Donc, du coup, bah, c'est des mind maps en fait. Presque je fais ça en fait pour les scénarios, comme ça au moins j'extrais tout ce qui est scène et je vois les liens logiques entre les trucs et puis après ouais. ça me suffit en fait. Et en termes d'outils, moi le plus gros point fort des logiciels comme Roll20 ou autre, pour moi c'est le turn order. Alors ça, moi j'adore. Tu as tous tes joueurs qui rentrent leur initiative et ta liste elle est sous les yeux, elle est dynamique, tout ça. Parce que bon, tu prends ta table, tu écris en tournant sens horaire, et puis après tout le monde lance et tu es obligé de tout réordonner à la main. Enfin, c'est l'enfer. Ouais. Mais tu l'utilises même en. Ah ouais. Même en physique. Ouais, je sors mon ordi, enfin je mets mon écran, je mets mon écran, je mets mon ordi à côté et je prévois mon truc. T'as raison, hein, pourquoi se faire chier hein, avec avec du papier, etc. Non, t'as raison. Excellent. Et toi, Aurélien? Moi, j'essaie de m'organiser, mais c'est très très compliqué. J'ai des post-it de partout, mes calepins sont pleins de notes dans tous les sens, donc parce que dès que j'ai une idée, c'est ce qui va me lancer sur un nouveau scénario ou des choses comme ça. Everrain, le podcast qu'on avait fait, c'était juste un moment dans le train, je me dis, et si on faisait un bateau pirate attaqué par un poulpe, et voilà, et derrière c'est parti. Donc effectivement, j'ai tendance à avoir vraiment beaucoup de mal à m'organiser là-dessus.
Les parties, tu me demandais si on me mettait du temps. Moi, c'est vrai que j'avais essayé de calculer. Pour une partie de 3 heures à peu près, j'ai entre 1 à 10 heures de préparation. Parce que si jamais je vais faire que de l'impro comme du Green Dawn Mall, ça va, il y a juste à préparer quelques trucs. Par contre, effectivement, pour du Nox ou autre, c'est des choses que je vais beaucoup plus préparer, où je vais vraiment attacher de l'importance sur les PNJ. Moi, mon idée, c'est effectivement, j'ai mon fil rouge, j'ai les différents lieux, mais c'est surtout comment les informations sont amenées aux joueurs, et pour ça, c'est les PNJ, donc c'est eux qui doivent être développés avec des idées bases. Je vais pas faire un background à chacun, mais voilà, c'est ça qui me prend beaucoup de temps. Et D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai... sur Noc, tu vas-y. disais, je te coupe, hein, parce que là j'ai une idée, enfin j'ai une question. En fait, sur Noc, tu disais, parce que j'ai lu au fait vos rapports, etc., sur les parties, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de personnages féminins et que toi, tu avais rajouté en fait des personnages qui étaient masculins, tu les as transformés en féminins en gros, quoi. Ouais. En fait, il y a un personnage fort féminin, mais qu'on croise vraiment pas souvent. Et c'est vrai que c'est quelque chose. Je trouvais qu'il y avait des personnages vraiment. Ça pouvait être intéressant de les féminiser parce que du coup et on m'a fait un retour là-dessus d'ailleurs sur le Discord de Nox, des gens qui sont venus me voir. Il y a 2 personnes qui m'ont dit mais c'est vraiment pas mal, et ils ont décidé de le faire aussi pour leur partie parce que je veux pas spoiler, je vais juste donner. Non, je vais spoiler en donnant un nom. Bon, lisez les rapports si je voulais être spoilé. C'est effectivement une personne qui peut être importante et qui, du fait en fait, c'est une femme finalement. Du coup, on se dit ah ouais, mais en fait, comment cette personne a fait pour arriver là avant, comment le reste de la famille se débrouille. Et je trouvais ça cool. Et c'est ce que j'essaye effectivement de faire dans les JDR que je peux faire, c'est de prévoir effectivement une égalité en termes de représentativité. C'est ce que je trouve cool d'ailleurs dans le JDR actuellement, ça explose cette idée de pas que d'avoir aussi des femmes, mais voilà, tous les genres, tout ce qu'on peut avoir. Là, on a participé, avec quelques amis de la Rollisterie, on a participé au concours Un Petit JDR, le concours qui est on doit faire un JDR en 500 mots, et c'était vraiment chouette de voir tout ce qui était proposé en termes de nouvelles visions du JDR pour inclure, pour vraiment partir sur des nouvelles choses. Donc ouais. Désolé, j'ai totalement basculé de sujet, mais ouais, les PNJ, du coup, c'est vraiment ce que je consacre en préparation. Après, ce qui me prend vraiment, vraiment beaucoup de temps, c'est les overlays et le montage. Ça, si on parle techniquement juste des AP. On peut parler parce que moi ça m'intéresse toujours de connaître les techniques que vous utilisez. Par exemple, en montage, tu utilises quoi comme logiciel pour monter tes vidéos? Moi, on a la chance d'avoir une licence officielle Adobe, donc du coup effectivement je bosse avec Photoshop, Premiere Pro, Adobe, Photoshop, Audition, voilà. Donc du coup effectivement avec ça, on peut faire des voilà, c'est comme ça que je me suis formé là-dessus. Ouais, c'est ce qui est pratique. After Effects aussi pour les effets, tout ce qui est animation d'image, c'est ça. Donc ouais. Et surtout, ce qu'on utilise beaucoup aussi, c'est Figma. Je connaissais pas du tout avant que notre designeuse de l'équipe nous forme. C'est une sorte de Photoshop en ligne, un mélange entre Adobe Design et Photoshop. Ça permet effectivement de mettre des projets qu'on peut faire. On peut faire des montages, mais c'est collaboratif. On peut tous être sur le même fichier en même temps. Et du coup, c'était vraiment pratique pour les overlays. C'est un Collaboard, mais version Photoshop, quoi. Je connais pas Collaboard, mais ouais, ça a l'air d'être ça. C'est et Miro. C'était pratique. Hein. Ouais, c'est une sorte de Miro. Ça a changé de nom. Mais c'est ça, avec des effets. Mais du coup, effectivement, pour Nox, quand on a fait nos premiers overlays, moi, je suis toujours Monsieur Plus à mettre des tonnes de choses. Et donc, du coup, c'était pratique ça, parce que je mettais mon idée, et derrière, on avait les 2-3 designers de l'équipe qui arrivent et qui font non, on va virer ça, on va mettre ça bien, ça c'est propre, voilà.
Voilà. Donc ça, c'est Ouais, pratique, vous effectivement. avez déjà une équipe en fait derrière. Il y a les monteurs, les graphistes. Bah, ça reste, enfin, ça reste amateur. Non, on a une graphiste professionnelle qui, Ouais, c'est son métier à côté, et bah, on en profite effectivement. Elle fait quelque chose de vraiment chouette à côté. On a un développeur web. Du coup, on a un site web qui est à peu qui est près, top. voilà, on a essayé de faire à peu près Mm, propre. Merci. mm. Donc ouais, on a des ressources, mais voilà, c'est comme à la guilde avec Seb qui a permis de faire qui développe petit à petit des petits trucs aussi. Ouais. Ton lanceur de dés, moi je le trouve très cool, hein, il m'a bien servi pour Sapiens. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, je dois encore un peu améliorer, mais ça arrive Quand quand vous j'ai du développez temps. des petites applications pour lancer les Ouais, dés, tout ça, ah, c'est génial ouais, ça, moi, c'est je super. suis dev, donc du coup, je profite, je fais tous des petits outils qu'on peut utiliser. Mm. Ouais, Puis en plus de ça, j'ai trouvé quelques trucs. Je vais revenir du coup au niveau du montage. Moi, je suis clairement en mode début. J'avais monté les 3 vidéos à peu près. Je fais tout sur iMovie sur Mac. ouais, Donc voilà, au niveau des logiciels de montage photo, disons que je bascule entre aperçu de Mac qui, suivant ce que tu fais, il marche très très bien quand tu veux faire du détourage sale. C'est clairement pas du détourage très précis au pixel, tout ça. Mais il a un outil de détourage intelligent qui marche plutôt bien. Donc du coup, quand tu fais, si tu dois juste faire sur une miniature par exemple, en partant d'une image en 4K à la base, tu ouais. fais ton détourage intelligent. Et après, quand tu downscale en 1200, ça se voit pas en fait qu'il y a un petit litre pixel. Donc du coup, j'oscille avec ça. Sinon, après, Inkscape et autres trucs dans le genre. Hein, que du gratuit en fait, parce que j'ai pas de licence. Ouais. Donc Ouais, il y voilà. a des outils sur le net. Moi, j'ai trouvé un truc Mm. pour détourer mes images. Elles sont pas mal. Un remove background qui est pratique. Ouais. Mais voilà. Après, oui, en effet, je profite. À la guilde, on a ça aussi. On profite un petit peu d'être Ouais, pas de mal la de membres. commu pour pouvoir. Ouais, Ah, c'est génial, ça, c'est super. Mm. on profite on a des talents, on a plein de talents. On essaie de voir que tout le monde mette un peu la main à la pâte. On en a un d'ailleurs qui, on n'a jamais retenu ses miniatures, mais il nous fait tout le temps des miniatures putaclic avec les gens qui se tiennent les bouts, des trucs dans le genre. À chaque fois qu'on sort une vidéo, il nous sort une miniature. Bon, on l'utilise On a pas. envie de la mettre, hein, on a envie de la mettre. On Mais sait que voilà, l'image qu'on va voir derrière. c'est un peu le running gag du truc. Donc après, Ouais. on fait ça. J'avais ouais, c'est sur Sapiens que tu l'as utilisé, c'est ça? Pourquoi? Le lancer de dés. Ah oui, c'est ça, c'est pour Sapiens, effectivement. J'avais trouvé un gars qui avait fait un petit truc pour lancer les dés, sauf que pour paramétrer tout, il fallait passer, pour pas rentrer dans les détails, il fallait passer des paramètres directement dans la barre de l'adresse du site. Mm. Donc c'était complètement inhumain comme façon de paramétrer. Et j'ai enrobé ça dans une application où du coup on a des champs textes et on dit je veux avoir lancé 2D6, je veux que les D6 ils affichent tel résultat et des trucs dans le genre. C'est Ouais, ça. Qui fait que Auré en post-prod a pu rajouter les dés qui roulent sur l'interface de Sapiens. c'est Ouais. excellent. Bah, Sapiens, en fait, on avait joué sur Discord, du coup, les lancers de dés étaient sur Discord, c'était pas du tout sexy à afficher Ouais, des sur chiffres, l'actual ouais, play. super. C'est ça, donc du coup, c'était très pratique, mais sauf qu'effectivement, rentrer dans la barre des tâches à chaque fois, tous les lancers, c'était infernal. Donc Seb m'a sauvé la vie là-dessus, ça a permis de, voilà, on paramètre, ça lance les dés, c'est parfait. Ouais. Ouais, donc non, c'est... Juste pour revenir, une petite précision, j'en profite de cette interview par rapport aux actual plays sur Vademecum de la Rue History. Ils Ouais. sont pas finis, on a fait 8 parties avec la guilde justement. Donc il y aura 8 épisodes. C'est juste que le 3e épisode, ça fait depuis effectivement décembre qu'il est pas sorti. Il y a un gros problème technique, voilà, donc, mais ça y est, il est fini, donc il pourra sortir. Et les suivants vont s'enchaîner derrière. Donc, mais ça, effectivement, c'est les montages de Vademecum, c'est ce qui m'a pris le plus de temps jusqu'à maintenant. Les 2 Mm. premiers épisodes, chaque épisode, ça prenait entre 20 et 24 heures. Donc ouais, non, c'était Et compliqué. alors, le jeu de Romaric Brillant, il est bien? Alors moi j'ai vraiment trouvé ça très très cool. Après je pense que ça dépend vraiment aussi de la réflexion commune partagée autour de la table. Ouais. Faut vraiment y aller en mode
on va découvrir un jeu et c'est pas juste du défouloir comme ça pourrait donner cette impression. Vraiment, au début, quand on a lu l'intro, on pensait que, enfin, certains des joueurs pensaient qu'effectivement ça allait être juste bon, on se pose autour d'une table, on lance des dés et on tape sur des gens, quoi. Et en fait, il y avait plus de choses que ça à retirer de ce jeu. Donc c'est derrière, il doit y avoir une émulsion et ça peut pas se faire tout le temps, je pense. Mais voilà. Mais du coup, ouais, moi j'ai trouvé ça très cool. Je pense qu'il y a quelques trucs à revoir. Je suis vraiment surtout intéressé par le prochain jeu qui sort. Euh, c'est comment déjà? Trip to Sky, quelque chose comme ça, qui a l'air voilà, avec encore des nouvelles mécaniques assez intéressantes. Voilà. Sans, il fait un peu peur quand même. C'est Sens Exalogie, je Sens, crois. ouais. Sens, Ouais. oui. Ouais. J'ai pas réussi. Ouais, j'ai juste lu quelques lignes et je me suis dit, oula, ça a l'air d'être peut-être intéressant, mais très long et très compliqué Ouais, moi, pour j'ai pas effectivement se réussi mettre. à rentrer dedans, puis je me suis dit tout de suite, bon bah là mes joueurs, c'est bon, c'est foutu, c'est pas pour eux. Bon. Dommage, il y a tellement de jeux, franchement, je sais. c'est juste ouf, hein. Tout ce qu'il y a sur Itch.io, tout ce qu'il y a sur. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Ouais, Puis même en vous écoutant, moi j'ai découvert des choses. Bah Sapiens, ça je connaissais pas. La plupart des jeux que vous avez masterisés, alors l'History, moi, j'avais jamais entendu parler, quoi. Genre comment Cthulhu contre Rambo, là, Rambo Bah, contre ça, Cthulhu. c'est un hack qu'on a C'était fait. un hack, Donc, ouais, c'était un hack. Mais j'avais entendu parler ouais. du système de tronchon et tracon parce que je connaissais un peu Kobayashi. Mais sinon, le reste, et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, vous proposez des systèmes de jeu où on n'a pas trop l'habitude de voir ça. Et du coup, ça donne des parties, des fois, qui sont excellentes, quoi. Puis là, j'ai vu aussi avec vous qu'on pouvait très bien jouer sans meneur. Parce qu'il y a un jeu qui s'appelle Run Die and Repeat où tu n'as pas besoin de meneur de jeu, puisque c'est des cauchemars, quoi. Et du coup, ça donne une autre vision du jeu de rôle encore, et je trouve que c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien. Ouais. Très cool. Ah non, c'est clair, il y a des jeux qui sont vraiment cool sans MJ, il y a tellement de petits jeux. Mais moi aussi, hein, c'est Pierre qui à chaque fois de la rôlisterie qui arrête pas de nous sortir des jeux en disant hey, j'ai vu ça et ça a l'air cool. Donc ouais, on se lance effectivement. Il y a plein de petits jeux, il y a même d'autres jeux. Sapiens par exemple, c'est pas un petit jeu, ça a été un crowdfunding qui a eu lieu il y a quelques mois. Voilà, c'est juillet, je crois. ouais, c'est peut-être juillet effectivement. Et voilà, on avait voulu aussi faire comment ça s'appelle, Lost London, mais finalement on n'a pas enregistré, on a juste joué comme ça, mais ouais, il y a plein de jeux comme ça qui sont à tester et qui changent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir habituellement. Ouais, D'habitude. Mais moi, je remercie la Guide Saint-Georges d'en avoir fait des parties de Blade in the Dark parce que quand j'ai pris le bouquin, j'avoue que j'ai fait, mais comment ça fonctionne, quoi. Et non, mais c'est vrai, j'ai pas trop bien compris. Et de regarder en fait les AP sur Blade in the Dark, ça m'a permis en fait de comprendre comment ça fonctionnait, quoi. Donc des fois, c'est très utile les AP. Hein. Après, il y a plus qu'à venir pour jouer, hein, si tu veux. Ah mais vous êtes loin les gars. Hein. Mais on fait ça à distance aussi. C'est loin chez moi. Les Blades in the Dark, c'est en ligne. Hein. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est pas sur Discord, il n'y a pas de problème. C'est bon. En plus, j'ai vu que vous faisiez une bande communautaire, c'est-à-dire en gros, il y a plein de gens qui peuvent se greffer à la bande, etc. Et ça, c'est un super concept, ça c'est génial. Et c'est encore plus fou. Ouais, vas-y. Je voulais monter le même concept sur un autre jeu. Ça a fait un peu spoil parce que le projet il s'est un peu arrêté pour le moment, mais j'ai toujours envie de le lancer. C'est sur Urban Shadows. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu. Répète. Urban Shadows. Là, c'est de l'urban fantasy, donc on joue des vampires, loups-garous et autres créatures comme ça. Il y a 16 archétypes différents. Ouais. Le tout dans une ville en 2020, quoi. Donc avec des smartphones, des guerres de gangs pour de la drogue, des trucs dans le genre. Donc je voulais lancer des tables en parallèle. Donc là, pour le moment, je vais m'entraîner sur le jeu à le masteriser en off. Et l'objectif, ce serait de réussir à lancer un AP là-dessus. Pour faire plusieurs tables en parallèle qui ne seraient pas forcément dans le même gang, voilà, j'aimerais bien un truc comme ça. Voilà, c'est ce que fait Joe sur Blade in the Dark. Il a la table à la guilde, mais il est dans une autre asso aussi, il a sa table aussi là-bas, et
ce que font les autres ont des incidences sur la ville et peut nous impacter aussi. Et c'est Et ça, c'est bien, ça, c'est- c'est chouette, ça. ouais. Là, il est arrivé l'autre jour sur le Discord en me disant bon bah en mode Ça a presque journal TV News, voilà. Du coup, voilà, ce qui s'est passé dans la ville. Bon bah là, il y a eu un incendie dans tel coin. Ok, génial. En tout cas, merci pour la remarque sur les podcasts de Hero History, effectivement de la variété. C'est vraiment l'objectif qu'avaient eu les potes quand ils avaient voulu lancer les podcasts de Hero History. Il y a tellement de petits jeux, on va faire des podcasts dessus parce que nous, on veut s'amuser avec ça et on veut les faire découvrir pour que les autres puissent jouer aussi avec. Ouais, mais c'est vraiment cool, quoi. Moi, j'ai apprécié ces différents systèmes de jeu, en fait. Moi, je connaissais pas trop la plateforme, mais maintenant, voilà, je fais un tour dessus pour voir s'il y a des trucs intéressants, quoi. Mais mais c'est chouette, c'est bien. Est-ce que vous avez un regard particulier sur... déjà, est-ce que vous re-regardez vos AP ou pas du tout? Bah moi oui, en tout cas la plupart, parce que forcément vu que je fais du montage dessus derrière, je les revois. Donc ouais. Après Mais tu les c'est revois pas dans le tout. sens technique, mais pas dans le sens... est-ce que tu as un regard particulier sur les parties que tu re-regardes, ou est-ce que c'est vraiment le Alors côté plutôt technique que tu visualises? ça dépend pour lesquels. Pour Nox par exemple, vu qu'on espacait un peu les parties, c'est vrai que souvent je me revoyais l'actual play avant de faire une nouvelle partie pour voir ce qui s'était dit et pour vraiment rebondir sur des choses. Ouais. Pour les autres, c'est vrai que c'est plus technique. Après, il y a des parties que j'enregistre, mais qui n'ont pas été diffusées parce que c'était dans le cercle privé avec des amis qui faisaient pas partie de la guilde ou autre. Et c'était juste parce que eux, ils voulaient avoir les parties enregistrées pour qu'ils puissent se revoir entre eux. Et moi, ça m'était vraiment utile parce que je trouvais ça vraiment intéressant. C'était sur Green Dawn Mall de voir comment les joueurs interagissaient avec le mall. Quand tu maîtrises le mall, tu es obligé de tout le temps générer des choses, tout le temps rebondir sur ce qu'ils font. Et on n'a pas le temps vraiment de s'attarder sur tous les circuits de pensée qu'ont les joueurs. Et de réenregistrer, de revoir ça derrière, ça permet vraiment de dire ah mais là en fait il a dit ça, mais c'est parce qu'il pensait ça. Ah du coup on va inclure quelque chose dans la partie suivante. Et ça c'était vraiment intéressant. Mais par contre c'est chronophage quoi. Ouais, je suis d'accord. Et Ah, toi, voilà. Seb? Moi, je regarde les parties de Blade in the Dark. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps là, parce que je vais rejoindre normalement. Alors c'est pas sûr parce que les équipes sont montées en fonction des besoins. Donc mon perso est créé et voilà, à voir si un jour quelqu'un a besoin de lui. Sinon, tant pis, je resterai dans les méandres Oui. de mon petit coin de vol où je ferai mes petits trucs en off. On a toujours besoin d'un arlequin. On a toujours besoin d'un arlequin. Et du coup, ouais, j'ai rematé parce que du coup, je me suis dit, j'ai le droit de les regarder parce que je suis un habitant de la ville et donc je sais ce qui s'est passé. Et ça va me permettre forcément de rebondir sur des trucs. Voilà. Ok, d'accord. C'est sûr. Est-ce que vous avez Et toi, eu tu revois tes actual play? Excuse-moi. Alors, moi, oui, je les revois parce que des fois, on a des dispos qui sont un petit peu variables. Du coup, et puis on fait du turnover au niveau des meneurs de jeu. Enfin, turnover, on est deux. Mais, mais du coup par exemple, sur des parties, je vais pas trop me souvenir de ce qui s'est passé peut-être un mois après. Du coup, effectivement, je les revois. Et moi, si j'ai commencé les actual play il y a plus de 10 ans, c'est parce que on jouait pas longtemps, on jouait pas souvent. Et du coup, les joueurs, ils étaient là, mais faites-moi un résumé. Ouais, non, mais on sait pas ce qui s'est passé. Alors je leur ai dit, vous commencez à m'emmerder, et je vais enregistrer les parties. Et du coup, j'ai enregistré les parties. Et puis comme ça permettait de regarder les 5 dernières minutes, on va dire, de la vidéo, pour se souvenir un petit peu de ce qui s'était passé. Et puis, j'ai uploadé ça sur YouTube. Et puis, je connaissais rien du tout à l'époque sur YouTube, et j'ai foutu ça. Au départ, je voulais mettre ça non répertorié, donner le lien, et puis les joueurs. Et finalement, c'est passé en public. Et je me suis... Il y avait des gens qui regardaient. Je fais, Qu'est-ce qu'ils font? Et du coup, je me suis dit, s'il y a des gens que ça intéresse de voir comment on masterise une partie, je me dis, je vais continuer comme ça. Et puis du coup, ma chaîne a
fait un peu par hasard, puisque ben, les résumés, les vidéos, en fait, elles nous servaient de résumé pour les prochaines séances qu'on avait à peu près une fois tous les mois, quoi. Bon, après, ça s'est un peu espacé, mais avant, on jouait en virtuel une fois tous les mois, quoi. Donc ça nous a permis de revoir les AP avant. Et puis, ben, je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui s'abonnaient, qui regardaient, et puis j'ai continué. Voilà. C'est beau. C'est beau, hein. Sur un misclic. C'est ça. C'est ça. L'idée de base, moi j'adore en tout cas. Ouais, mais on n'a pas fait exprès. Enfin, moi j'ai pas fait exprès. Hein. C'était vraiment. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais les gens sont fous, quoi. Parce que j'ai eu des discussions avec. Parce qu'en interview virtuelle, j'ai interrogé des gens, je leur ai posé la question, mais toi, est-ce que tu regardes des vidéos virtuelles de jeux de rôle, etc., des actual play, et ils me font non, c'est le YouPorn du release, donc non, je regarde pas, quoi. Donc voilà, je suis tombé. Après, bon, chacun son avis là-dessus. Hein. Après, moi, je sais que ça a été une utilité publique, on va dire, au début, quoi, parce que... J'ai vu passer quelques vidéos et quelques tweets très putaclic à base de actual play, le cancer du JDR, ou tout dans le genre. Ouais. Bon, chacun a ses avis, après, pas de soucis. Oui, chacun a ses avis. Moi, je critique pas, je juge pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je sais que... Moi, de mon côté, j'ai eu plein de commentaires en me disant ah ben, merci pour les vidéos, parce que ça m'a permis de voir comment c'était. Et puis, en fait, tu t'aperçois que dans une vie, tu n'auras pas la possibilité de tout faire, tout jouer, etc. Et donc, moi, ça m'a aussi permis, les AP, de pouvoir voir des choses que j'aurais jamais vues ou que j'aurais jamais joué, parce que j'ai pas le temps ou parce que je fais autre chose. Par exemple, c'est comme ça, pour la rôle historique, ça s'est passé. C'est que je me suis... là, c'est plus un podcast, mais j'ai écouté parce que je connaissais pas les systèmes et c'était toujours intéressant. Et je me suis dit, ce système-là, moi, jamais déjà, je le ferai parce que mes joueurs, c'est pas possible. Mais moi, ça m'a permis effectivement de découvrir d'autres choses. Et puis, ça m'a permis aussi en AP pur de voir, par exemple, une campagne de Cthulhu qui s'appelle Eternal Lies, qui était en anglais, masterisée par un Français. Ça m'a permis de voir d'autres choses en anglais qui étaient masterisées en français, mais qui n'étaient pas du tout traduisibles qui n'avaient jamais été traduit en fait en français. Et du coup, moi, ça m'a permis de voir des choses que j'avais envie de voir, mais que de faire, mais que je sais que j'aurais jamais eu la patience ou le temps de le faire, quoi. Donc quand on parle pas anglais, du coup, pour le coup, si on va chercher des suppléments ou des scénarios, on est complètement perdu, impossible de le lire. Du coup, trouver un actual play en français, c'est le Saint Graal, quoi. Ouais, mais c'est clair. Et Eternal Lies, c'est du système Gumshoe, et le gars, c'est un Français qui était expatrié en Angleterre, et du coup, il avait traduit toutes les aides de jeu, etc., et il a tout fait partager sur YouTube, et c'était super intéressant de voir ce genre de choses, quoi. Donc, mais c'est vrai que ça permet, si moi j'étais réfractaire à l'anglais, il y a la chaîne de Chaosium par exemple, qui fait du Twitch et qui propose des parties de jeux de rôle sur l'univers de Cthulhu et autres. Et c'est toujours intéressant de voir des trucs qui, tu sais, de toute façon, ne sera jamais traduit en France, quoi, et qu'il n'y aura jamais la paix dessus, quoi. Bon. Non, voilà, clair, moi, comment je regarde les AP. Puis j'en bouffe déjà parce que je fais des chroniques dessus. Donc du coup, j'en bouffe un tas incroyable. Mais ça m'a permis aussi de découvrir des choses super, quoi. Et j'avais été en contact avec... Il y a quelqu'un qui a fait en fait un recensement sur tous les... L'Eurolist, AP, l'Eurolist, ouais. Et je me suis mis en contact avec lui. Et je me suis dit, tu en veux des AB? Attends, tu vas voir. Et donc, du coup, j'ai filé toute ma liste de YouTube que j'avais. Et il a tout récupéré, en gros, quoi. Et puis, moi, ça m'a permis de faire connaître des gens, des potes qui faisaient des AP, mais qui avaient 12 abonnés. Et puis, dans l'espoir que leur chaîne explose un peu, quoi. Et puis que mais c'est super cool, hein. Ouais, mais c'est vraiment chouette, quoi, ce qu'il a fait, le recensement. Il l'a fait aussi sur Cassius No, je crois. Mais c'est toujours intéressant d'avoir un recensement des AP, mais pas forcément des actual play, parce qu'il a fait aussi il me semble qu'il a mis les débats, il a mis les chaînes, hein. Les chaînes, les 120 chaînes pour le moment. Ouais, c'est ça. C'est large, c'est à partir du moment où tu fais du JDR, que ce soit du coup pour de l'actual play, des parties, ou de la discussion, des tutos,
tu peux être recensé, il n'y a pas de C'est souci. super. Ouais, mais Mm. c'est utile pour en plus les gens qui débutent, quoi. Donc c'est vraiment génial, quoi. Donc mais moi, les commentaires que j'ai eus sur des parties, c'est ça en fait. Hein. C'est merci de nous avoir expliqué comment ça fonctionnait, etc., etc. Donc le partage, il est présent, quoi. Et c'est cool, quoi. C'est vraiment chouette, quoi. Bah, Est-ce que vous avez rencontré des difficultés quand vous vous êtes lancé dans le virtuel? Des difficultés techniques avec d'autres joueurs aussi genre mauvaise on va dire, débit internet, choses comme ouais, ça, Ah, c'est ou des surtout ça. problèmes techniques pour enregistrer. Ah merde, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, toute notre partie elle n'est pas enregistrée, ou des choses comme ça en fait. c'est le principal problème, c'était ça, hein, c'était la connexion Ouais. complètement Ouais. Entre Internet et ignoble. Discord, ouais. Ignoble, les connexions ignobles. Aujourd'hui, Moi, ça va mieux quand même, mais ouais, bah, moi aussi ça va mieux depuis que je suis vacciné, ça va beaucoup mieux. ouais, Bien la santé. pareil. Je commence à voir les ongles là. C'est C'est ça. ça. Avant, j'habitais dans le trou dans un trou perdu dans le Var. Donc c'est super, hein, quand tu vas lire la forêt, mais quand tu veux Internet, Ouais. tu peux te lever tôt. Ouais. Et du coup, vous jouez, quand vous êtes joueur, vous jouez sur un PC fixe, un portable, Moi, c'est PC portable. PC portable? Ouais. Ouais, Moi, ouais. j'ai un peu de tout. J'ai une Ouais. fixe musicale, donc, Programmeur, forcément. ouais, voilà. Développeur. Ah, voilà, ça dépend de Tablette, où tu PC. Ouais. Ah non, j'ai pas de tablette. Ah, Mm. J'ai pas de Ah tablette. non, j'ai un PC portable qui sert pour la suite, du coup, ouais, c'est pratique pour la suite Adobe. Mais juste pour revenir sur les problèmes, c'est vrai que il y a effectivement la connexion Discord. Il y a, pour les AP, il y a se former au logiciel aussi. C'est un peu ouais. compliqué, voilà, de ça, c'est non négligeable vraiment de Faut pouvoir être un peu s'habituer à ça. autodidacte. Hein. Ouais, là-dessus, ou trouver les bons tutos. Voilà, la plupart du temps, ils sont en anglais, donc voilà, Mm. c'est pas pour tout le monde. Il y a gérer son temps aussi, ça c'est peut-être personnel, mon problème. Et sinon, un exemple effectivement de soucis techniques, tu disais de ne pas avoir appuyé sur le bon bouton. Ça a été le premier épisode de Blade the Dark où ma voix n'a pas été enregistrée. Voilà, donc ça c'était très pratique. Ah, Il a merde. fallu du coup tout réenregistrer par-dessus. Ouais. Ça perd de trop se voir, on dirait. Mais voilà, donc non, il peut tout avoir. Voilà, c'est les logiciels principalement qui peuvent poser des problèmes, aussi Ouais. bien parce qu'il y a des soucis techniques dessus qu'il faut se former dessus. Ouais. Moi, j'ai eu. Alors, on utilise le bot Discord Craig pour Mm. enregistrer. Et il a déconnecté en plein enregistrement. Ouais. Je m'en suis aperçu un quart d'heure après. Je l'ai reconnecté. Et il y a un joueur il y a 45 minutes de pistes qui ont été perdues. Tous les autres sont très bien reconnectés, j'ai toutes les pistes. Mais lui, 45 minutes de perte. Mm. Donc, du coup, j'ai coupé 45 minutes de la vidéo. C'est sur une discussion, donc ça allait. Sur un espèce de débat. Donc on a juste tronqué toutes les questions et on a pu récupérer une question sur les deux en omettant complètement cette personne. Tant pis, mais ça s'entend presque pas. Donc, ça va. Ouais. Et du coup, lorsque vous commencez votre partie et que vous savez que vous allez enregistrer, est-ce que vous vous connectez plutôt pour mettre en place toute la technique, ou vous faites ça en même temps que les joueurs sont arrivés et ça va dépasser, quoi. En gros, vous Advienne que pourra. commencerez que dans une demi-heure ou dans trois quarts d'heure, le temps que vous réussissiez à tout câbler, etc., à tout mettre en place, quoi. Moi, en tant que bon développeur, mon overlay est codé en CSS. donc, Ah, donc, du coup, je suis obligé, pour faire disparaître les gens, de me connecter avant, de récupérer leurs ID Discord, et puis après, je leur dis tel ID et tel ID, ils ont le droit d'apparaître, les autres, ils n'apparaissent pas. d'accord. Et après, je laisse l'overlay gérer tout seul, parce qu'il détecte tout seul quand il y a quelqu'un qui parle, je change du CSS, et hop, je fais une petite animation, un truc dans le genre. Mais sinon, je suis obligé de me connecter avant pour préparer l'overlay, quoi. Ouais. Et toi, Aurélien, est-ce que tu démarres avant ou Moi, pas du souvent, c'est effectivement, vu qu'on joue vers 21h, j'arrive à 20h, je mets tout en place, c'est bon, c'est en place, je vais manger et je reviens quand tout le monde est là et on lance vraiment. Donc, on a effectivement pas longtemps pour si jamais il y a un problème technique. Mais normalement, ça a été vu avant. D'accord, ok. Ah, je parle de ça parce que moi, c'est pareil, je fais la même chose que toi, c'est-à-dire qu'en gros, je me connecte à 8h, je mets tout en place,
je prie pour que mon PC tienne le coup, que j'ai pas un écran bleu et j'ai tout à refaire derrière. Et ouais, je passe une bonne demi-heure à tout mettre en place derrière, quoi, effectivement. Quoi. Donc, Ouais. c'est pas ça, c'est pareil. Quand on se lance dans des enregistrements d'AP, on peut faire un truc très simple. Hein. On peut enregistrer juste l'audio, etc. Mais quand on commence effectivement à faire des trucs un peu chiadés avec des overlays, etc. Ben, ça demande en fait quelques, on va dire, un peu de technique derrière, quoi. Et quand on se lance là-dedans, bah, faut pas oublier, si on veut faire effectivement la même chose, bah, faut pas oublier ça, quoi. Faut pas oublier le petit côté un peu chronophage faut se mettre une demi-heure en avance et puis pouvoir gérer après en amont, parce qu'on est un peu les Rémi Bricas, c'est-à-dire en gros on est les chefs d'orchestre de tout ce qui va se passer dans le jeu, quoi. Donc, Ah mais tout à fait. Donc, toi Aurélien, ouais, même quand. Alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est que de temps en temps, vous faisiez hoster votre chaîne par quelqu'un d'autre. Enfin, c'est quelqu'un d'autre en fait qui prenait la main sur l'enregistrement. Donc, du coup, vous n'aviez pas du tout à gérer en tant que meneur de jeu. Vous n'avez pas du tout à gérer ça en fait. Ouais, c'est ça. Bah, ça dépend. Moi, c'est principalement moi qui enregistre. Pour Nox, à l'époque, j'avais pas encore la fibre, donc c'était Pierre qui enregistrait Nox. Après, par la suite, c'est moi qui enregistrais, mais c'est vrai que par exemple pour Blade in the Dark, c'est pas moi le MJ, c'est Joe. Mais j'enregistre quand même. Mais c'est toi qui règle la technique. Ouais. Et c'est plus facile quand t'es joueur que quand t'es meneur de jeu où tu dois tout faire en fait. Ah oui, c'est ce que j'ai remarqué. Hein. Ah ouais, c'est clair. Ouais, moi, ça m'est arrivé sur des épisodes de la guilde de discussion, Rollist, où on fait des petits débats là. Certaines où je participais pas, du coup j'étais à la régie, on va dire, et j'étais derrière en train de l'enregistrement. Mais c'est un peu pareil pour les podcasts. Hein. Quand on enregistre IRL les podcasts, c'est tellement mieux d'avoir quelqu'un qui est là sur la platine avec le micro et qui joue pas, qui est là juste pour la technique. Pour la technique, c'est un confort ça, putain. Ah ouais, c'est clair. Non, vraiment. Je suis d'accord. J'avoue que ça, c'est des trucs qu'on peut faire quand on commence à être avec nombreux. Et que... Ouais, il faut. Ouais. Le pire quand même, c'est quand on est MJ, qu'on host et qu'en plus on est sur Twitch, donc on voit les commentaires des gens. Ouais, sur Twitch, là, c'est pareil pour l'interactivité avec le chat, il faudrait un mec qui gère en fait. C'est ça. Bah, moi, j'ai mon modérateur maintenant, j'ai un de mes joueurs qui joue les modos, mais parce que je Twitch aussi je fais mes apps aussi sur Twitch et je replay derrière sur YouTube. Mais principalement, oui, moi je suis sur Twitch, mais c'est pas moi qui gère les. Moi, j'ai pas que ça à faire de parler avec les gens, donc du coup, c'est un modérateur qui s'en occupe, donc c'est un de mes joueurs. Mais c'est vrai que quand on a une équipe derrière technique qui va s'occuper de la régie, etc., et que toi, derrière ton taf, c'est juste de mener le jeu, de masteriser, de raconter ton histoire, c'est vraiment pratique, c'est vraiment chouette, vraiment bien. Ouais. Bah après, ça se professionnalise quoi. Même si on reste amateur, à partir du moment où il y a des gens qui sont spécialisés pour faire des trucs, je trouve que ça devient vachement plus compliqué en termes de gestion. C'est un confort. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Est-ce que vous avez des conseils pour les gens qui voudraient débuter dans les actual plays? Faut se lancer. Ouais. Non, vas-y Seb. Bah, c'est bien d'avoir une idée, avoir l'envie, c'est la base. Faut pas se lancer bille en tête, tout ça, faut juste faire ça parce que ça fait kiffer. Et de toute façon, il n'y a pas photo, faut appuyer sur le bouton rec à un moment, quoi. Ouais, je pense qu'il faut avoir des compétences autodidactes derrière. Faut pas avoir peur, parce que faut se débrouiller un petit peu, c'est sûr. Quand on va lancer le logiciel de montage derrière, ou même OBS pour ceux qui utilisent OBS ou autre chose, il y a tellement de logiciels aujourd'hui, hein. Mais à un moment, c'est sûr qu'il faut avoir des connaissances ou ne pas avoir peur d'apprendre, quoi. Franchement, personnellement, je pense que ça dépend vraiment de l'envie de la personne, parce que dans tous les cas, la personne elle peut se lancer parce qu'il y a tellement de jeux à tester, tellement d'histoires à raconter que franchement, il y a moyen juste on prend un OBS simple, on enregistre la partie sans rien faire d'autre. Ok, ça va peut-être intéresser que 3 personnes, mais c'est vraiment top. T'as fait ton histoire, tu l'as enregistrée, tu peux la revoir plus tard, tu peux la partager à tes amis.
Si jamais effectivement tu veux aller plus loin, ben oui, il faut effectivement un peu se débrouiller, mais ça dépend. Là, ça va vers la professionnalisation du métier. C'est pas pour autant qu'il faut renoncer, hein, parce qu'il y a moyen de se lancer, il y a moyen de faire des choses, et il y a moyen d'être accompagné surtout. Enfin, Ouais. je renvoie encore à nouveau vers la communauté le magnéto-rôliste. Ils ont un Discord, ils ont une partie technique où on se donne des conseils, que ce soit du podcast, de la paix ou autre. Les gens ils viennent, ils posent des questions, et il y a toujours 3 personnes qui viennent pour répondre. C'est vraiment, il y a une communauté derrière qui est là pour aider, pour pouvoir se lancer. Donc non, moi le conseil c'est faut y aller, faut Ouais, pas c'est ça. hésiter. Après, Les mains dans le cambouis, quoi. pour faire, Ouais, c'est ça. pour faire du live, du coup, Mm. moi j'avoue que les logiciels ils font peur quand même. Hein. OBS, quand on le lance la première fois, c'est un peu intimidant. Faut pas hésiter. Twitch Studio, franchement, il marche super bien. Enfin, en 3 clics, on peut lancer un live et c'est fini. Hein. Alors oui, on fera pas les meilleurs overlays du monde au début, mais il y a un moment, c'est bien beau de vouloir faire les meilleurs overlays du monde, mais comme j'ai déjà dit, il faut appuyer sur le bouton enregistrer à un moment. Donc, il faut se lancer. Le premier, on va pas se le cacher, la première vidéo, c'est toujours la pire. Et après, on va apprendre, on va s'améliorer. Et voilà. Après, il y a plein de chaînes YouTube, franchement, par exemple pour le live, pour apprendre à faire des overlays, à faire des exports, à faire des scènes, tout dans le genre. Il y a de plus en plus de tutos là-dessus, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Alors, écoutez, c'est la dernière partie de mon interview. Déjà. On s'amusait si bien. Et du coup, c'est la fin virtuelle. Et alors, vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein, c'est juste pour savoir si vous avez un coup de cœur en JDR, récemment ou anciennement. Et puis un coup de gueule, JDR. Si vous en avez pas tant qu'un seul. Alors, non, tu peux faire toute une liste. Hein. Y a pas de souci. Non, vas-y Seb, commence. Allez, le coup de cœur déjà. Est-ce que vous avez un coup de cœur JDR là? Moi là, j'ai Instant Pledge Avatar, Dernier Maître de l'Air. C'est la série de mon enfance. Je regardais ça petit. J'ai regardé ça il y a 2-3 ans. C'est pour ça que j'ai pas pledgé, moi. Je suis trop vieux. Je regardais ça, j'étais enfant. J'ai regardé ça en tant qu'adulte aujourd'hui. Il y a un niveau de lecture qui est complètement fou. En fait, on peut regarder ça en tant qu'adulte. On a un œil complètement différent sur la série. Ça se voit que c'est des gens qui aiment écrire et qui ont fait une série parce qu'ils aiment écrire. C'est ça qui est beau. Il n'y a pas eu un film? De quoi? Il y a un film, mais ça existe. Un film live. Je vois pas de quoi tu parles. D'accord, ok, d'accord. Dragon Ball Evolution. Pas ça au montage. Non, ça c'est pire encore. Bref, donc du coup, quand j'ai vu passer jeu de rôle Avatar, j'ai dit c'est parti, quoi. C'est tout en fait. Et, surtout qu'il a vraiment explosé les records. Hein. C'est clair que bon, faut être anglophone, mais sinon effectivement, il a l'air d'être vraiment cool. Ouais, c'était 15 minutes, enfin 16 exactement, mais pour être financé. Et là, on est à 7 millions. $. Ils ont fait un CF un crowdfunding sur Avatar en anglais, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça. Donc il n'y aura pas de traduction en France vu que c'est le succès qu'il a, c'est le premier JDR sur Kickstarter à avoir ce montant-là, donc c'est un record déjà en soi. Ouais. Si vraiment ils n'arrivent pas à établir la licence ailleurs pour la traduire, vraiment c'est. Mais là, j'avoue, c'est tentant. Hein. Pour $75, je crois le pledge, t'as l'équivalent de $250 ou un truc comme ça de matériel. Ah oui, c'est juste ouf. Il y a le livre de base qui va être un livre de 250 pages. Il y a plein de scénarios qui ont été ajoutés, plein d'archétypes de PNJ, plein de. C'était sur Kickstarter, non Ouais, c'est toujours en cours. C'est en cours encore. Il reste 10 jours. Hein. Ouais, c'est à l'heure d'aujourd'hui, là, du 25 août, il reste 9 jours. Ok. Donc, voilà. Je vais essayer de monter la vidéo pour que ça sorte un petit peu avant quand même. Comme ça, je mettrai le lien. Flashback. Coup de gueule. Moi, le seul jeu que j'ai pas aimé, c'était Deadland, mais voilà, je n'ai pas de coup de gueule en particulier sur un jeu, à part celui-là. Moi, ça va être dur de lister. Moi, je suis quelqu'un. J'adore tout, donc du coup, juste un coup de cœur. Bon, mon coup de cœur de tous les temps, ça à chaque fois je le dis, c'est La méthode du Dr Chestel. C'est un JDR français de 91 de Daniel Dangean, un mec super gentil.
Et il a fait un jeu de rôle où on va dans l'imaginaire des patients, et ça, c'est vraiment le jeu que j'aime par-dessus tout. Il y aura sûrement un podcast un jour dessus, sûrement prochainement. Et sinon, le coup de cœur, j'en ai parlé, c'est Nox. Vraiment, l'équipe est vraiment cool. Le jeu est vraiment, il a une identité visuelle, une mécanique, et surtout, maintenant qu'on a le PDF, mais ils ont fait quelque chose de... En lisant le kit, on peut pas imaginer que ça va aussi loin. Moi, je veux une succession de films ou une série là-dessus, parce que vraiment, ils sont allés très 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 loin. Et voilà, faut creuser ça, vraiment c'est cool. Donc ouais, si je devais en dire un de coup de cœur récent, c'est ça. Moi aussi j'ai eu le coup de cœur sur le truc, donc direct j'ai souscrit. Je me suis pas posé de questions. En parlant de la méthode du Dr Chastel, tu as des AP qui existent dessus. Ouais, je sais, il y a Scarlet Souris, je crois, qui a fait des AP dessus. Qui a fait des AP dessus. Il y a aussi celui qui fait les scénarios de Tiny, les scénarios officiels, qui a fait un AP aussi dessus. J'ai pu faire une partie de Tiny avec lui. Ouais. Je me rappelle plus son nom, j'ai plus. Mais oui, il y a des AP effectivement dessus. Après, chacun a sa vision de la méthode du Dr Chastel. Il y en a qui vont vraiment dans du Inception où ça peut aller dans tous les sens, et d'autres qui font des choses un peu plus réalistes quand même. Donc c'est chacun son truc. Chacun sa vision du docteur. Ouais, c'est clair. Ouais, en tout cas, je trouve que c'est le JDR qui est parfait en convention quand tu joues avec des petits jeunes qui n'ont jamais fait de jeu de rôle et qui, du coup, ne sont pas biaisés par toutes les habitudes des vieux rôlistes. Les vieux rôlistes, ils vont dire non mais ça c'est pas possible parce que dans les autres jeux c'est pas possible. Sauf que dans la méthode du Dr Chastel, tu veux quelque chose, tu le fais. Voilà, et ça passe. Je te le dis, si tu lances du Chastel, je crois que l'équipe tu vas la trouver rapidement. Quand j'en avais fait une partie, effectivement, ça c'était, il y avait eu du monde, c'était cool. Mais ouais, non, il faut enregistrer les parties maintenant. Faut en faire pour le faire découvrir aux gens qui connaissent pas. Je suis d'accord. C'est clair. Non mais voilà, sans vouloir trop spoiler, il y aura très très prochainement au moins un podcast de Role History sur du Chastel, ça c'est sûr. Et en coup de gueule, c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est plus une frustration en fait. C'est pas sur un jeu en soi-même, c'est plus sur une expérience. Je trouve qu'en ce moment c'est vraiment top avec les Discord et les Facebook. On peut beaucoup plus communiquer avec les éditeurs, avec les auteurs de JDR. Il y a vraiment, je sais pas si tu as pledgé par exemple Vermine 2047, Agathe, ouais moi aussi. Agathe, ils ont été vraiment top. Il y avait sur le Discord, on pouvait discuter avec eux. Il y avait vraiment beaucoup d'échanges, c'était vraiment cool. Nox aussi, quand on a fait nos lives, il venait pendant les lives, il répondait à nos questions pendant qu'on jouait. Ça tournait vraiment bien. Je trouve que c'est vraiment une ère super en ce moment de cette accessibilité-là en ce moment. Et à côté de ça, il y a des auteurs qui ne profitent pas de ça. Alors chacun fait comme il veut, c'est sûr. Mais je trouve ça dommage. Moi, j'ai été confronté à ça où il y a eu un kit de démo. Je l'ai fait tester sur 3 tables de joueurs différentes pour vraiment m'imprégner. C'était vraiment cool. Mais on avait plein de questions, plein de remarques. Vu que j'avais 3 tables, je faisais énormément de retours sur ce jeu sur le Discord. Ouais. Et en retour, j'avais juste une réponse j'avais l'impression de gêner la personne. C'était oui, tu auras les réponses pendant le crowdfunding, quand tu achèteras le jeu, quoi. Et voilà, si je devais dire un coup de gueule, ce serait ça. C'est faut profiter de cette nouvelle ère, voilà, de la communication pour communiquer. Après, surtout quand derrière des gens qui sont motivés pour faire des retours, que c'est pas du troll, que c'est. Je suis d'accord avec ça. Ouais, c'est vrai que je te rejoins là-dessus. Moi, ça serait un coup de gueule sur les éditeurs qui veulent pas vendre les PDF. Oh putain, t'arrives dans ma partie là où je suis en rage contre certains éditeurs parce que c'est pas possible quoi. Les PDF, vas-y, je pars au quart de tour. Vas-y. Pour moi, le PDF remplacera pas le livre, c'est sûr. J'adore avoir le livre dans la bibliothèque. Là, je peux pas, mais clairement, j'aimerais bien faire un décor avec ma bibliothèque derrière, ça serait trop cool. Là où je peux pas. Mais le PDF, moi, je m'en sers beaucoup parce que y a un truc qu'on peut pas faire dans un livre, c'est CTRL F, tout simplement. C'est clair. Quand je suis en partie et que j'ai un joueur qui me dit c'est quoi cette règle,
c'est tellement facile de retrouver dans un PDF de 400 pages. Puis surtout quand tu te déplaces. Enfin, moi, je vois quand je vais faire les podcasts à Paris et que je vais pas me balader avec tous les bouquins, quoi. C'est sur une Avec ta tablette bibliothèque et sur le dos, quoi. c'est C'est clair. ça. C'est tellement c'est plus ça. pratique le PDF. C'est ça. En plus, moi, de ce côté-là, je fais encore pire, c'est que je me déplace même pas avec ma tablette ou mon ordi, si je veux. Je peux juste me déplacer dans un endroit où je sais qu'il y a un ordi, je me connecte à mon compte et c'est fini, je télécharge mon PDF. Donc, Ah, mais je suis donc, d'accord, hein, moi je suis à 100% là-dessus. Je me suis embrouillé avec un éditeur là-dessus parce que je trouvais ça inadmissible qu'en étant du comment dire du Covid où la plupart des gens jouent en virtuel. Sur du CF, ils proposaient pas du virtuel, enfin du PDF, quoi. Parce qu'on était tous en train de jouer en virtuel. Je fais ton jeu là, moi je vais pas y jouer avant je sais pas combien de temps. Je dis faites un effort au niveau de l'édition, vendez les PDF ou donnez-les avec, je sais pas, faites quelque chose quoi. Et bon, un jeu que moi j'aime beaucoup, le système, on n'en parlera pas maintenant parce que sinon on va durer, mais c'est Eclipse Phase, ça se passe dans le futur, on change de corps, enfin, bon, voilà, ce type de jeu-là. Le transhumanisme. Ouais, c'est ça. Le modèle économique à la base, je sais pas s'il a changé, mais en tout cas à la base c'était ça, c'était PDF complètement gratuit téléchargeable sur le site de l'auteur et le bouquin à l'achat. Un peu à la Genesis. Ouais, ils ont fait ça Chaosium, c'est-à-dire qu'en gros tu achetais ton PDF et ensuite il y avait une remise sur le livre physique. Ah ouais, c'est encore mieux. Hein. Mais quand je vois des précos par exemple chez Black Book où tu achètes ton livre et le PDF est offert, ça c'est trop bien je trouve. Bah oui, c'est clair. C'est comme avec Amazon quand tu achètes le CD et qu'ils te le donnent en MP3. Ouais, aussi. Amazon. D'accord. Non, mais je suis d'accord avec vous sur. Et puis même le PDF quand tu joues en virtuel, tu peux récupérer les cartes, tu peux récupérer les plans, les images, etc. Les partager à tes joueurs. Enfin bon, il y a. C'est moi, ça m'est arrivé de morceler le PDF, d'extraire 30 pages et d'envoyer juste les 30 pages aux joueurs en disant tenez, vous avez besoin de ça pour créer votre perso. J'ai fait la même chose, hein. Comme ça tu files ça à tes joueurs, t'es pas obligé de tout foutre, t'es pas obligé de donner tout le PDF, tu te donnes juste ce qui est intéressant pour le joueur et puis basta quoi. Comme ça tu retrouves pas ton joli livre de jeu de rôle avec 4 pages arrachées quoi. Ouais, c'est ça en fait, c'est ça. C'est ça, ou des livres de Warhammer version 1 que j'ai, où les pages se décollaient et que voilà, enfin bref, c'était une vieille histoire. Non, mais c'est vrai que pour le PDF, moi je pars en guerre contre ça, j'essaye de faire comprendre à des éditeurs qu'on est dans l'âge du numérique et du virtuel et que de toute façon, ça va se développer. Le jeu en virtuel, il a explosé avec le confinement. Il y a de plus en plus de gens qui s'y sont mis et que c'est resté un peu collé, même si c'est vrai que ça remplace pas une table IRL, mais ça permet aussi à des gens qui sont à quatre bouts du globe de pouvoir jouer ensemble, quoi. Donc derrière, il faut une démocratisation des outils numériques parce que sinon ça va pas aller quoi. Et il faut pas rester bloqué là-dessus quoi sur non on peut pas te donner le PDF, on n'a pas les droits, etc. J'ai vu un truc aussi sur Roll20 je crois. On peut acheter genre des compédiums dans le genre, c'est des livres de jeux de rôle avec toutes les règles et tout. Et du coup on peut acheter par exemple, c'est sur du Donjon et Dragon ou du Pathfinder parce que c'est très joué donc forcément ça va être très vendu derrière. Mais on peut acheter complètement des modules de jeu directement dans des VTT comme ça. Et c'est parfait. Je crois que c'est parce que... Alors je gueule, hein, mais je sais qu'il y a des lois en fait en France qui régit le numérique au niveau des PDF. Et du coup, je crois qu'ils ne peuvent pas faire comme aux États-Unis ou en Angleterre. Mais bon, après... Ouais, mais ça me fait rire les droits d'auteur sur des bouquins anglais à la base. Enfin, les droits d'auteur, ils partent en Amérique. Donc, Mais et puis la plupart des jeux maintenant qu'on va trouver, c'est des traductions. Donc il y a pas beaucoup de créativité française, il y a beaucoup de traductions françaises. Donc du coup, forcément, les PDF peuvent très bien être donnés ou vendus à part, etc. Je vais pas. Je vais pas prendre un exemple parce que je vais pas mettre à dos certains éditeurs, mais j'ai vu des choses. Non, on peut pas le vendre, mais on le retrouve 3 mois plus tard sur Drive-Thru GP RPG à 20 balles, quoi. Donc, les gars, faut arrêter de se foutre de ma gueule, là. Donc, bon. Après, il y a des raisons, hein.
Il y a des raisons. Non, mais Il y a voilà, des il y a raisons. des, Mais il y a des vraies bon, lois, il y a des trucs, ça, je sais, je suis pas expert là-dedans, je comprends rien, donc de toute façon, je vais pas rentrer là-dedans. Mais c'est vrai qu'invoquer des trucs avec des droits d'auteur alors que le livre il est américain, ça me paraît un peu bizarre, quoi. Enfin, bah, c'est la trad, surtout qui est. ouais, C'est ça qui pose le problème. ouais, mais après, Mais- moi, je suis open source, donc Oui, ben, moi aussi. Hein, mais bon, ouais. Mais bon. C'est sûr. Euh, Avant que ça déborde et que je prenne mon Mm. FAMAS, Aïe, aïe, le aïe. dernier livre ou PDF que vous avez lu récemment, de JDR évidemment, ou autre chose, hein, ça peut être très bien autre chose. euh, alors en jeu de rôle, en PDF, j'ai forcément lu le Quick Start de Avatar, forcément. Mhm. Voilà, Avatar. je reviens Ouais, le dessus. kit. En livre physique, j'ai lu, alors en aide de jeu, j'ai lu comment ça s'appelle, le truc aide OMJ, là, le bouquin blanc, où c'est plein d'articles qui ont été traduits. Fait par Lapin Marteau, c'est ça? Ouais, ça par Lapin Marco, j'ai lu ça. J'ai pas apprécié toutes les aides de jeu, mais je pense que quand on débute, c'est pas mal, parce qu'il y a plein Oui, de, il y a eu un triptyque de faits sur voilà, ça. il y a plein de bons trucs à trouver dedans. Après, quand on a déjà de la bouteille, bon, il y a des trucs, clairement, il y a des articles que j'ai lus en travers et j'ai sauté parce que je me dis, ben, c'est bon, en fait, c'est maîtrisé. Ça, je sais, je connais. C'est ça, vraiment. Après, le livre est bien, mais voilà, moi, c'est mon ressenti en tant que quelqu'un qui a l'habitude. C'est pas la peine de se lancer dessus si on maîtrise déjà depuis 10 ans, quoi. C'est C'est sûr. ça, ouais. C'est sûr. C'est comme beaucoup de tutos sur internet d'aide au MJ, c'est souvent effectivement des aides pour quand on veut débuter. Après, faut voir, il y a des gens qui arrivent à faire effectivement du contenu pour justement se perfectionner. Je pense au scénarurgien par exemple qui va plus dans le détail de comment aider à écrire le scénario, tout ça, et à développer des histoires. Donc ça, c'est plus effectivement des choses quand tu connais déjà les bases de MJ et que tu veux plus. Mais pour ce genre de livre, je pense effectivement c'est plus adressé à des débutants. Ouais. Et toi, Aurélien, Moi, c'est mon dernier achat sur Drive-Thru, c'est Last Fleet, la dernière flotte. C'est Black Armada, je crois, l'éditeur. C'est que en anglais. Je suis très triste qu'il ne soit pas traduit. C'est un PBTA qui est fortement inspiré de Battlestar Galactica, ma série culte. Voilà. Où on joue des humains, la chute de l'humanité, et on fuit dans l'espace poursuivi par des extraterrestres qui arrivent à nous manipuler. Et voilà, c'est très proche de Battlestar en termes de pression. C'est tout le système de jeu est fait pour que les joueurs se sentent vraiment oppressés et coincés pour être obligés d'avancer toujours. Et donc je pense que c'est plutôt pour des parties courtes, et ça m'a l'air vraiment vraiment cool. Du coup, l'avantage du PDF, c'est qu'on peut le convertir en Word. Donc je suis en train de traduire les playbooks pour mes joueurs. Mais voilà, c'est ma dernière lecture et pour le moment j'accroche beaucoup. Voilà. et quand tu parles de Battlestar Galactica au niveau de série, c'est laquelle? Celle des années C'est 70 la ou... Non, c'est la série. Non, j'étais trop jeune. C'est la série réimaginée de 2000. Ouais. Voilà, Okay. c'est Avec mon coup de Starbuck en cœur. femme, c'est ça? Exactement, avec Starbuck en femme. C'était avec ma compagne, c'était la série qu'on a vraiment adorée en SF. Est-ce que tu as regardé la suite? Il y avait Caprica qui était Caprica. sorti. Ouais. J'ai vu Caprica, j'ai vu les films. Je suis encore les commentaires de Draven, qui fait un podcast sur Battlestar Galactica, Galactifrac, où il a fait des podcasts sur la vieille série aussi, où il a raconté les épisodes. Et ouais, j'ai pas envie de regarder la vieille série. Les podcasts sont cool, mais la série, je pense que, en fait, c'est vraiment des séries qui sont faites par rapport à leur époque, je pense. Et voilà, là, c'est même je pense la série réimaginée, si on la regarde maintenant, je pense que elle est plus au goût du jour, quoi. C'est The Expanse maintenant. Ouais, je suis d'accord. Sur ça, Battlestar, très bon. je n'ai jamais regardé. Ouais. Moi, je suis vieux, donc je regardais ça quand j'étais petit, Battlestar Galactica. Donc, la série des 77, il me semble, je crois. Mais c'est comme les Star Trek, hein, c'est pareil. Faut pas que j'aille sur ce débat. Parce que, moi, je suis un trekiste. Hein. Alors, donc, du coup, voilà. Ah, d'accord. Ouais, c'est vrai. Hein. J'ai avec un pote, on se bat là-dessus parce que lui, plutôt Star Wars. Donc, voilà.
Donc du coup, on Aïe, se aïe, bat aïe. là-dessus. Ouais. Ah, moi, j'avoue, je suis plus Star Wars. Après, il y a un JDR Star Trek qui tourne Oui, bien. oui. Star Trek D'accord. Adventure. Mhm. Je sais plus qui c'est qui a fait ça. C'est ceux qui ont fait les Norvégiens. Là. Tales from the Loop. C'est Ah, Friedrich, je d'accord. crois. Il me semble, hein, je suis pas trop sûr là, de mon coup. Il faudrait que je regarde dans ma bibliothèque. Mais je crois que c'est. Ouais. Donc ça a été D'accord. traduit par Arcane, il me semble. Quoi. Je D'accord, ok. pense. Ok. Parce que ouais, Star Wars, avec Edge, ils ont fait quelque chose de plutôt récent et de plutôt dynamique, mais je savais pas pour Star Trek Ouais. qu'il y avait, Si, mais qu'il y avait c'est des choses. pas, enfin c'est pas mon système préféré pour Star Trek Mhm. Adventure parce qu'il colle pas du tout au monde en fait. Ils ont fait le même système que pour Conan, donc c'est du 2D de 20. C'est pas un système vraiment adapté. J'aurais pensé plus qu'ils auraient adapté un système plus dans l'univers en fait. Et là Mhm. bon voilà, donc du coup c'est mes joueurs ils ont Ouais, ils ont juste mis une pas. licence dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Donc du coup, Dommage, ça. j'ai pas poursuivi l'aventure avec eux sur Star Trek. Ils m'ont Mhm. saoulé pour du Star Wars, donc j'ai fait bon, ok, on va faire du Star Wars. Donc j'ai fait du Star Wars Aïe, aïe, aïe. façon Edge. Donc, Ouais. mais voilà, bon, ils préfèrent Star Wars à Star Trek. Après, chacun Bah, moi, chacun j'avoue ses que choix. Hein. je trouve que même si on a beau ne pas forcément accrocher à Star Wars ou connaître Star Wars, ce JDR Star Wars, je le trouve vraiment très intuitif avec la feuille de personnage, avec les décolorés, les Oui. symboles. Il suffit de quelques lancers pour comprendre comment ça marche. Et Ouais. avec l'histoire d'avantages, inconvénients, réussite, Ouais. échec, voilà. Franchement, c'est lisible tout de suite en convention, ça marche du tonnerre. Donc, ouais, c'est, Ouais, mais par contre, en termes d'accessibilité pour un nouveau MJ, je ne sais pas si ça sera très simple. Parce que Ouais. faut Faut pas vraiment commencer par ça. réagir, Hein. faut vraiment réagir et tout interpréter. Oui, oui, c'est vrai. C'est pas simple. Mais par contre, c'est vrai que le système est super. Ça permet beaucoup de liberté. Bon, hormis ce point faible, forcément, que tous les dés, ils sont propriétaires, donc tu es obligé de tout acheter. Quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment. Alors il y avait c'est une Edge. conversion avec les dés de. Je crois que c'était des dés de 6, un truc comme ça. Je crois qu'ils avaient fait une sorte de conversion pour pouvoir le Ah ouais. jouer avec des dés normaux. Oui. Ouais, mais du coup, ça casse le Ça truc. casse le truc, hein, ça casse le Ouais. système. Tu vois ton 3 affiché sur ton D6, tu es obligé de regarder ta table et de dire bon, attends, c'est quoi? Ouais. Du coup, tu es Ouais, c'est sorti ça. du jeu. C'est ça. Donc, ça marche pas. C'est ça. Et puis, nous, on avait joué sur Foundry. Il y avait un système il y a un système qui existe sur Foundry et ça marchait très bien. Donc non, mais il y avait même les points obscurs lumineux donc qui étaient gérés, donc vraiment très bien, très bien foutu quoi. Et donc mes joueurs ont apprécié la séance et puis on va continuer, je pense que sur du Star Wars. Moi, j'ai découvert Star Trek avec la dernière série là, par contre, sur Netflix. Sur Netflix. Discovery. Ouais. Je spoil pas, je dis rien. Moi, je suis un gros fan. Picard, c'est pareil. Je suis un gros fan de la série. Puis il y a beaucoup de clins d'œil, donc du coup, il y a beaucoup de clins d'œil de la série originale, dans Discovery, hein, de la série de 66. Du coup, moi, j'ai apprécié énormément. Ça te parle. Parce que ça m'a parlé tout de suite, quoi. Donc, quand on parle de Harry Mudd, je sais qui c'est. Voilà, après, je ne vais pas te spoiler, mais voilà, il y a beaucoup de j'ai tout vu. On appelle ça comment déjà, des Easter eggs, enfin des clins d'œil en fait, en gros, quoi, de la série originale et qui m'ont fait triper, quoi, parce que en tant que trekiste, c'est cool qu'ils en profitent pour faire ça. C'est dans l'épisode numéro 2 de la saison 4. Waouh. Non, je déconne, mais il y a eu que 3 saisons dans la première, mais tu vois tout de suite la référence. C'est ça qui est bien aussi avec le jeu de rôle, c'est qu'on peut regarder une série et avoir des idées de scénario. Mais il y a ça. C'est clair. Puis même, tu vois, moi je joue beaucoup à Cthulhu. Les Peaky Blinders, tu vois, je me les ai tapés la suite parce que il y a des grosses références dans les années 20-30. Du coup, voilà, tu as des inspirations qui te viennent. Moi, je prends des notes, etc. Enfin, tu vois, et après je fais des recherches. Donc t'as des séries comme ça au niveau jeu de rôle. Tu te dis tiens, ce serait intéressant de faire ça. Et tu t'aperçois qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu l'idée, genre Supernatural par exemple, j'aime bien cette série, elle est marrante. Et voilà, ça a été fait. Oh merde. On a fait du vampire dans la période Peaky Blinders du coup. Du vampire, ouais, oui, tu peux. Donc avec la production et tout. Oui, complètement, ouais. Ah, c'était super.
Mais c'est super chouette en fait de pouvoir en fait utiliser des séries à des fins scénaristiques derrière pour le jeu de rôle quoi. C'est super ça, c'est génial. Je crois que c'est Cécile qui avait fait d'ailleurs un AP là-dessus sur comment utiliser les séries pour faire des scénarios, etc. Je crois, je suis pas trop sûr. Ouais, j'avais vu passer une vidéo comme ça. Ouais, on va utiliser. Mais c'est vraiment intéressant d'utiliser en fait ce type de moyens, en fait, ce type de médias pour créer des choses derrière. Quoi. Après, il faut pas que tes joueurs aient vu les séries. Avec la diversité des séries qu'il y a aujourd'hui, si on est fan d'un certain type de série, on peut tout à fait retrouver le même type de jeu de rôle derrière. Et donc, avoir une facilité à rentrer dans le jeu de rôle parce qu'on a l'habitude de ce genre de scénario et ainsi de suite. Quoi. Ouais. D'ailleurs, tiens, dernière question. Est-ce que vous trouvez que le jeu de rôle en ce moment est plutôt comment? Plutôt moribond ou plutôt c'est génial, il y a plein de trucs qui sortent C'est génial. C'est génial. Sortie, c'est trop bien. Enfin, tout ce qu'il y a sur itch.io, mais vraiment, c'est, tous les jours il y a des nouveaux jeux qui sortent qui me donnent envie de tester. Je manque de temps, de joueurs et de temps pour tester tout ça. Puis tous les crowdfunding qu'il y a derrière. Tout... Là, on parle de plateforme, etc. Mais moi, je vous parle de production et des éditeurs qui sont sur le marché, quoi. Parce que itch.io, bon, c'est. C'est ça dont je parle en fait, dans les gros jeux, dans les grosses licences, etc. Quoi. C'est vrai que nous, vous avez tendance à utiliser forcément les plateformes comme itch.io pour pouvoir faire des tests sur des nouveaux jeux, etc. Mais c'est pas ce qui se vend. On est d'accord, c'est pas ce qui se vend. Ah oui, non, c'est sûr. Moi, je sais pas trop ce qui se vend en fait. Je trouve très dommage de ne pas essayer de promouvoir un petit peu la création française. Je suis entièrement de ton avis. Là. On a des auteurs qui demandent que ça, à être publiés, et c'est pas de la fainéantise parce qu'il y a du travail derrière, bien sûr, mais on reste dans notre petit truc de dire on va traduire des jeux américains, anglais, je sais rien. Alors après, oui, il y a des super grosses licences qui sont sorties, Dragon Age, The Witcher, des trucs dans le genre. Forcément, ça va se vendre, d'accord, mais reste que le jeu de rôle, on peut faire plein de choses, quoi. Après, il en reste beaucoup des maisons d'édition françaises, parce que par exemple, il y avait Sans Détour, mais voilà, c'était le... Sans Détour, la licence, elle a été récupérée par Edge. C'est ça. Il y a Black Book. Black Book, les 12 singes. 500 millions de vies. Ouais, 500, qu'est-ce qu'on a d'autre encore on n'a pas tellement de maisons d'édition. Après, on a Département des Sombres Secrets, je crois, un truc dans le genre, qui a fait qui a eu une période de creux, mais qui est revenu. Qui a fait, là, ils vont sortir du Mournblade, je crois. Donc, ils ont fait un CF, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Mais moi, mon point de vue, c'est qu'il y a beaucoup de CF, effectivement. Le problème, c'est que ça dépend des maisons d'édition, mais certains mettent beaucoup de temps à sortir le truc. Du coup, quand tu as 2 ans qui se sont écoulés sur un projet, déjà, est-ce que moi, j'ai plus l'envie de jouer, personnellement. J'ai plus trop l'envie de le faire masteriser, où il me faut un certain temps pour m'y remettre. Mais c'est notre problème, c'est qu'on fait effectivement... Alors, sauf certaines maisons d'édition qui sont plus ou moins intelligents, puisque comme Lapin Marteau a fait, ils ont sorti... Alors, bon, c'est pas une traduction, hein, c'est un revival, on va dire, du château Falkenstein. Je sais pas si vous connaissez, c'est un monde steampunk. Ouais, je l'ai vu passer. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déjà tout travaillé en amont. En gros, tout est prêt. Ils ont fait leur souscription, ça a bien fonctionné, et en octobre, ils vont sortir les bouquins. Alors tout le monde peut pas faire ça au niveau de l'édition. C'était une précommande. Ouais, c'est une sorte de préco. C'est là où il y a les différences. Mais t'as des précos où t'attends ton truc encore longtemps, quoi. T'attends encore ton truc, quoi, parce que derrière, soit parce que c'est pas traduit, etc., etc. Donc je trouve que effectivement par rapport à ça, au niveau des délais qui sont promis, on sait que quand on fait un CF, de toute façon, tu jettes un dé de 20 pour savoir en combien de mois ça va sortir. Mais c'est et encore, je suis gentil avec un dé de 20. Mais ce sont des projets effectivement qui sont pas à court terme, mais à long terme. Donc pour moi, je trouve pas que le jeu de rôle au niveau de l'édition soit c'est super, il y a plein de trucs qui sortent. J'ai pas l'impression qu'il y a tant de choses qui sortent que ça finalement, quoi. Quand je discute avec mon petit boutique. Le nombre d'auteurs sur itch.io,
qui sortent des jeux. Je suis sûr que pour la plupart, s'ils pouvaient être édités dans une grande maison, ils seraient super contents. Ouais. Et on n'a jamais demandé de pratiquer les mêmes tarifs qu'un jeu de rôle grosse licence qui va sortir un jeu à 40, 50 ou 60 euros. Ouais. Enfin, franchement, pour un petit jeu sur Itch.io, je pense qu'on est tous prêts à lancer un petit 10 ou 20 balles pour avoir un petit livre imprimé sans prétention. Et pourtant, en tant qu'auteur, derrière, tu es super content. Tu as ton petit livre qui est vendu, tu peux te l'acheter, tu peux te le mettre dans ta bibliothèque. Enfin, je sais pas. Moi, je l'ai fait parce que c'est un pote. Je l'ai fait pour ça. Moi. Je sais pas si on va voir. D'accord. C'est commencé sur Itch.io, j'ai trouvé ça. C'est le Temple des Vents, en fait, qui est fait par Julien Puard. Et moi, j'ai décidé de l'aider, donc du coup, j'ai acheté là-dessus, quoi. C'est un livre, en fait, tu joues solo, en fait. C'est un peu comme les jeux de genre Iron Sworn, etc. Et donc, tu joues tout seul. Ouais, c'est un peu... c'est pas trop un livre dont vous êtes le héros, mais ça ressemble quand même un peu, quoi, on va dire, quoi. Et c'est vrai que moi, je l'ai trouvé là-dessus. Mais il n'y a pas beaucoup de communication en fait dessus. Je l'ai trouvé vraiment par hasard. Mais c'est vrai que on manque en fait de communication mais fatale sur des plateformes comme ça où tu trouves des choses vraiment intéressantes, quoi. C'est dommage en fait. C'est vraiment dommage. Ou faut être un peu plus connu. Par exemple, les jeux de Martin de Com, Grindon Mall, tout ça, voilà, où tu peux les acheter. Pareil. Pareil, j'avais souscrit à Martin, j'avais souscrit Grindon Mall, il doit être dans le coin d'ailleurs. Je fais de la pub. Pareil. Tu vois, je l'avais souscrit et puis et puis il en a fait plein d'autres en fait, Martin. Donc, mais après, je sais pas combien il en a fait, mais tous les jours il en fait un, je pense. Il est très productif, quoi. Donc, mais c'est bien, mais c'est pas. Il faudra des articles dans Cassius, quoi. Enfin, je sais pas. Voilà, Julien Pleur, celui qui a fait le Temple du Vent, il a été interviewé par l'équipe de Cassius Belli, pardon, pour son projet, en fait, quoi. Mais il y a tellement de gens qui font des choses, ça demande tellement à être communiqué, quoi. Est-ce que c'est l'éditeur qui est vraiment frileux ou est-ce que c'est juste les auteurs qui n'osent pas envoyer leur projet? Parce que c'est pas rien d'envoyer un projet quand même. Donc, c'est intéressant d'avoir le débat parce que récemment, je crois que c'est un mec de chez Sico qui a mis en place. Il a mis en ligne. Là, il y a un écho là. Ouais, j'avais un petit écho. Il a mis en ligne en fait sur Facebook combien coûte un bouquin. Il a fait toute la pagination. Il a fait tout ce que lui a coûté le livre du début jusqu'à la fin, quoi. Parce que je crois qu'il y a eu un article dans un magazine là de jeux de rôle où il y a quelqu'un qui a fait un article là-dessus qui est parti en vrille, quoi, qui a dit des faux chiffres, il a dit n'importe quoi. Du coup, lui, elle a rectifié sur Facebook en disant mais non, ça se passe comme ça. Et tu t'aperçois que faire un jeu de rôle, ça coûte cher et que plus tu vas, parce que moi je travaille en plus dans l'imprimerie, donc plus tu vas faire des éditions genre à 100 exemplaires, plus ça va te coûter cher. Ouais, bien sûr. Plus le coût va être cher. Mais si tu en fais à 20 000, c'est sûr que ça va pas te coûter cher. Mais en jeu de rôle, comme c'est un marché de niche, tu fais comment pour en vendre 20 000 ? C'est pas possible. C'est sûr. Avec un auteur indépendant ou même un petit auteur qui se met sur même dans une grande maison d'édition, il fera. Enfin, ça serait super, hein, mais 20 000, ça fait beaucoup quand même. Alors après, il y a la préco, ça aide à savoir combien d'impressions on a besoin de faire exactement, mais c'est pas forcément le meilleur cas. Reste que dans tous les cas, passer par un vrai éditeur et vendre des PDF, ça reste une super solution. Pour revenir sur la frilosité des éditeurs, je suis en train de tester un jeu d'un gars qui est en train de développer, je ne donnerai pas de nom, tout ça, parce que vraiment il préfère garder ça de son côté. Mais voilà, lui, son éditeur, il a osé aller lui envoyer le projet en disant voilà, j'aimerais lancer ce jeu de rôle. L'éditeur, il y a un éditeur qui avait idée, mais qui effectivement est frileux et qui dit d'abord on va faire une campagne participative pour un kit et selon le résultat, on fait une campagne participative pour le jeu. Donc ça montre bien que voilà, il y a vraiment une frilosité parce que là c'est vraiment que le kit. Ouais. On va d'abord faire le kit, on va voir ce que ça donne, puis après. Faudrait réussir à fédérer un petit peu le monde du jeu de rôle autour de la création française pour pouvoir avoir un canal de diffusion, de dire voilà, il y a un nouvel auteur français qui se lance. C'est ça. Alors après, pas à aller regarder, quoi.
Moi, je serais curieux de savoir dans la communauté de rôlistes francophones combien sont vraiment des curieux à sortir des sentiers battus et à pas. Je pense qu'il y en a, hein, il y en a beaucoup. Il n'y a rien qu'à voir en convention tous les jeux qui peuvent être testés. Mais est-ce que c'est représentatif de voilà de la communauté de rôlistes français, ou est-ce qu'on est des joueurs du vieux de la vieille à rester sur du Warhammer, du Pathfinder, ce genre de choses? Parce qu'il y a aussi de ça, hein, Bah, si on change pas de nos habitudes. ouais, alors moi en tant que meneur de jeu, j'ai du mal à faire changer la vie de mes joueurs qui préfèrent effectivement être dans les pantoufles et de pas de sortir de leur zone de confort et Ça. faire des choses qu'ils ont déjà fait. Alors, on en connaît un Euh, comme ça. Il y en a beaucoup, hein, mais Oui, j'ai du il y mal. en Donc a du coup, beaucoup. on tombe sur du Sur ça, classique. j'ai rejoint un Discord pour les auteurs français Ouais, de création de jeux indépendants, quoi. Et c'est des petits auteurs comme ça qui font leurs petits projets dans leur coin. Et ça fait un peu communauté d'entraide, donc c'est super sympa. Donc il y a plein de petits projets à trouver et à tester. ouais. Voilà. Bon, après, il y a pas mal de jeux qui sortent jamais pour en finir derrière. Hmm. Mais, tout du moins, quand j'ai eu besoin de coups de main pour des rédactions de règles, des trucs dans le genre, j'ai pu me tourner là-bas, quoi. Ouais, ouais. Mm. Mais c'est vrai que l'indépendance en jeu de rôle, je crois que c'est Romaric Briand qui en parle très bien d'ailleurs dans des podcasts là-dessus, hein, parce que lui s'auto-édite, donc du coup, Ouais. voilà. Mais, et puis, je crois qu'il avait même fait, il me semble, par mois combien en fait, combien il touchait de bouquins, ce que ça lui, enfin, ce qu'il gagnait avec en gros, quoi. Et il y a Thomas Mhm. Minier aussi qui faisait la même chose à un moment. Mais bon, Thomas Munier, c'est un spécialiste de jeux. Je ne sais pas si vous connaissez Thomas Munier. Non. Influenza, ça vous dit rien? Oh. Non. Bon, Je vais passer pour un je vous inculte, je laisse. sais pas. Non, mais c'est pas grave. Je vous laisserai découvrir. C'est pareil, ce sont des jeux assez sympatoches. Et puis, je l'avais rencontré en convention et vraiment très très accessible aussi. C'est pareil. Il parle très bien de Mhm. ses jeux, etc. Et vraiment très intéressant. Et c'est pareil, ce sont des gens qui s'auto-éditent en fait, quoi. Mais j'ai l'impression que Mhm. si tu veux que ton truc il sorte, ben va falloir mettre les mains en cambouis puis auto-éditer quoi, tout seul, quoi, comme un grand, quoi. Mhm. Mais après, Ouais. c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Ah, c'est sûr, hein, faut vraiment croire en ton projet et avoir les reins solides pour poursuivre, hein. Je crois que Ouais. pour Méthode du Docteur Chastel de Donjon aussi, je crois que c'est auto-édité, je suis pas certain, mais il me semble. Ouais. Mais ouais, donc Après, non, c'est sûr. si tu Mal- Enfin, ouvres une boîte, après, t'as la loi française qui vient te rattraper aussi. Ah, après, ouais, euh, après, ouais. Si t'en vends trop, ouais, c'est clair. Il y Malheureusement, a les impôts qui arrivent derrière. Dis donc, c'est quoi ça, ces ressources là, ces revenus que vous n'avez pas déclarés, monsieur? Bon. Ah, c'est c'est clair, sûr. je suis d'accord. Et enfin, bref. Bah, du coup, je crois qu'on a fait le tour, hein. Je sais pas quelle heure il est, ouais, mais. Ah oui, putain, 23h. Ouais, on a bien papoté, hein. Ouais, on a bien ouais, papoté, bah, c'était super intéressant, hein. Bah, je vous remercie Ouais, tous les deux cool. d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Et bah, merci à puis, toi. Merci encore. ouais, ben c'était très cool de vous avoir tous les deux et puis de pouvoir discuter jeux Mm. de rôle et Mm. de vos techniques, de vos méthodes, etc. Et puis, Toujours un plaisir. je vous dis à bientôt puis pour un nouveau podcast, Bah, un nouvel AP. carrément, ça marche. Salut les Bah, gars. merci bien. Ok, Je vous en prie. super. Bonne soirée. Merci. Ciao. Bonne soirée. Ciao.